Aujourd'hui, on va parler d'argent, de thunes, de caillasse. Globalement, les Français, ils épargnent un peu avec les pieds. Honnêtement, tu vois, j'ai l'impression que la plupart des gens, ils vont passer plus de temps à choisir leur prochain smartphone qu'à placer l'épargne de toute leur vie. Si tu es un investisseur jeune qui débute, il faut être conscient que l'essentiel de ton capital, il va tomber dans le futur. L'assurance vie, par exemple, est extrêmement populaire parce que pendant les successions incroyables, tu aurais un abattement, etc. Bon, ce qu'on oublie de dire, c'est que la plupart des Français, ils n'ont pas le patrimoine qui fait que cet abattement est utile. La plupart des Français ont des assurances vie qui leur sont complètement inutiles. Alors aujourd'hui, on va parler d'argent, de thunes, de caillasse. Salut Vincent. Salut Nicolas. Tu es le cofondateur et président de Caillasse. Et donc on va revenir sur ce qu'est Caillasse. Mais d'abord, j'aimerais que tu commences par te présenter peut-être et nous expliquer un petit peu ton parcours. Ok, donc moi, au départ, je suis un ingénieur. Donc j'ai fait Centrale et j'ai beaucoup travaillé dans le logiciel. J'ai été donc exécutif pendant 10 ans et demi dans une société, Lucas, qui édite des logiciels de gestion pour les entreprises. Donc j'ai fait plein de postes là-dedans, vu que c'était une boîte. Quand je suis rentré, on était 18. Quand je suis parti, on devait se rapprocher des 400. Et maintenant, ça doit être dans les 600 ou 700. Et quand tu as une boîte de 18 personnes, clairement, tu fais un peu tous les métiers. Donc j'ai fait commercial de terrain, j'ai été déployer des logiciels, j'ai été en concevoir, j'ai été faire du marketing. J'ai occupé un certain nombre de postes et mes grosses attributions chez Lucas, ça a été directeur marketing jusqu'en 2020 et responsable d'une des lignes de produits de Lucas sur les gestions des notes de frais, de la finance en général pour les entreprises. Et à partir de ça, donc en 2022, j'ai quitté Lucas avec un très gros chèque vu qu'on avait fait une levée de fonds. Lucas, c'est une boîte qui était restée complètement bootstrappée pendant... Donc tu avais récupéré des parts en fait, au fur et à mesure de ton expérience ? Ouais, j'avais eu des stock options et aussi j'avais racheté des parts à des associés qui étaient partis en 2017 et donc revendu une grande partie là en 2022. Ok. Et donc là, tu te retrouves avec une somme d'argent significative ? Très significative. Et donc je commence à me poser un peu des questions de gestion des finances personnelles. D'accord. Et je m'aperçois assez vite que le sujet est complexe, que le sujet est... C'est un peu un sujet miné parce qu'il y a beaucoup de problématiques pour gérer ces fonds dont on n'a absolument pas connaissance et dont qu'on n'apprend jamais ni à l'école, même dans les études supérieures. Dans ma famille, on ne m'avait pas expliqué à gérer ces choses-là. Et donc, j'ai été un peu bûché. Et donc là, tu découvres en fait ce secteur des finances personnelles. Tu te rends compte qu'il y a un univers qui est nouveau à approfondir. Et là, tu te dis, OK, je vais vraiment creuser, je vais bûcher ce truc. C'est quelque chose qui a été fait d'un coup, tu t'es dit direct ou c'était de l'engagement progressif ? Non, ça a été progressif. En fait, au début, j'ai un peu été faire le tour des popotes sur différents conseillers financiers, ma banque. Et assez vite, en fait, je me suis aperçu qu'il y avait les conseils, je n'avais pas le sentiment qu'ils étaient forcément dans mon intérêt, dans le sens où on me proposait beaucoup de produits chargés en frais et où je sentais qu'il n'y avait pas une logique systémique. Il n'y avait pas une approche un peu mécanique, méthodique, de dire, OK, comment tu vas répartir ton capital sur différents investissements. Et donc après, je me suis mis à vraiment bûcher ça en passant différents sites. Il y a un des sites qui m'a beaucoup appris, qui m'a mis le pied à l'étrier, c'est Early Retirement Now. Okay. C'est un site de finances personnelles qui s'adresse au mouvement FIRE. C'est anglo-saxon, c'est ça ? Ouais, c'est américain. Ça s'adresse en fait au mouvement FIRE. Le mouvement FIRE, c'est Financial Independence, Retire Only. Donc c'est vraiment globalement, c'est des tech bros et des tech sisters. C'est des gens qui veulent prendre leur retraite le plus tôt possible. Voilà, c'est des gens qui ont des revenus élevés, souvent qui ont bossé dans la tech et qui, entre 30 et 40 ans, ça retrouve avec plusieurs millions de capital, décident d'arrêter de bosser. Et donc, ces gens-là, ils ont la problématique de se dire « Ok, comment je fais durer mon capital tout le reste de ma vie ?» Sachant que quand tu prends ta retraite à 30 ans, la vie est encore longue, quoi. Donc, en gros, ils ont poncé vraiment le sujet de comment optimiser ses finances perso. Alors, il y en a qui ont poncé et d'autres qui n'ont pas poncé. T'en as qui vont en mode YOLO, on se dit « Allez, on va prendre 4% tous les ans jusqu'à la fin de nos jours. » Et puis, les dieux de la bourse pourvoiront à ça. Et t'en as d'autres qui ont vraiment poncé le truc. Et souvent, c'est des gens qui ont une histoire dans la finance. Et le gars de Early Retirement Now, c'était un asset manager, il a bossé à la Fed. Donc c'était un pro et un mec c'est un mec qui sait faire des maths financières. Et donc lui, il a modélisé un peu tous ces trucs-là pour comprendre, voir combien est-ce qu'il pouvait tirer sur son portefeuille, comment il devait l'allouer, comment est-ce que tu démines un peu ces choses-là. Et de fil en aiguille, une fois que tu as regardé ces trucs-là, tu commences à dire « Ah mais attends, en fait, il y a tout un corpus théorique, tu as plein de gens qui ont fait de la finance théorique. » Et tu t'aperçois qu'il y a des prix Nobel qui ont été décernés. Dans les années 90, tu as 3 prix Nobel qui ont été décernés pour des travaux qui datent des années 50 aux années 70 principalement. Donc les mecs sont encore en vie. C'est un peu comme si tu disais, tu as l'Einstein de la finance personnelle qui a découvert le EMC2 de la finance personnelle qui est encore en vie.
Et puis en fait, tu t'aperçois qu'il y a très peu de monde qui utilise ça. Et que les conseillers financiers, ils te sortent globalement de la merde. Ils ne tiennent absolument pas compte de ces choses-là, de cette théorie mathématique qui te permet, donc c'est pas, on est en finance, hein, c'est un truc aléatoire, on ne sait pas comment le monde sera demain, mais en tout cas, il y a des principes qui peuvent te guider pour prendre des décisions raisonnables, qui vont être raisonnables. Si je reprends un peu le fil, c'est que tu as vu qu'il y avait un problème, tu as vu que le problème était mal adressé, c'est que les conseils qu'on t'a donnés étaient, selon toi, suboptimales. Et tu as découvert donc, des solutions qui répondaient à ça. Mais pour toi, c'est quoi le fond du problème aujourd'hui sur l'épargne personnelle? C'est quoi? Qu'est-ce qui ne va pas dans le modèle actuel, en fait, dans des banques? Parce qu'aujourd'hui, il y a tout un secteur en fait, qui adresse ce sujet-là. Les gens ont leur argent dans des banques, ils ont des assurances-vie, ils ont des titres. Il y a aussi des conseillers financiers qui les conseillent. Qu'est-ce qui n'allait pas avec ça, en fait? Alors, il y a plusieurs possibilités. Il n'y en a aucune qui est hyper glorieuse, hein, disons-le. C'est... je pense que le truc de base, c'est que les incentives, la façon dont fonctionne le marché, comment la valeur est partagée dans le marché du conseil en finance et des produits financiers en général, ils sont pas bons. C'est un marché où clairement, tes différents intermédiaires vont te vendre des produits et leurs intérêts sont absolument pas alignés avec les tiens en tant qu'investisseur particulier. Schématiquement, hein, c'est quand tu investis via un conseiller financier, une banque, ils vont te proposer des produits sur lesquels ils touchent des rétrocommissions. Ces rétrocommissions, ça peut aller de quelques pouillèmes de %, c'est pas très grave, jusqu'à plus de 1,5%. Et quand en plus c'est des produits qui ont des frais eux-mêmes, tu te retrouves à payer 3% annualisés. Donc tu dis 3% par an, c'est pas monstrueux, tu vois, de ton capital. 3% par an, voilà. Quand tu as un capital de, disons, 1 million d'euros, ça représente quand même 30 000 euros par an. 3%, c'est ce serait pas très grave. Si tu en gagnais 50% par an, que tu en payes 3% de frais, c'est vrai. Ce serait pas grave. Le problème, c'est qu'en fait, c'est quand tu commences à regarder l'espérance de rendement, elle est assez proche de ça, en fait. Donc tu as souvent plus du tiers, voire les 2 tiers de ce que tu peux gagner, des fruits de ton capital, qui vont passer dans la poche d'intermédiaires. Ce qui n'est pas très sympa, vu qu'en pratique, le risque, c'est toi qui le gardes. Okay. Donc, tu as le risque, mais pas le reward. Et donc toi, en fait, la conclusion que tu as fait après avoir analysé cette situation-là, c'est qu'il fallait faire soi-même, disons, d'une part. Et pour toi, il n'y a pas d'acteur aujourd'hui qui répond à cette problématique-là, des frais relativement élevés. Est-ce que c'est pas un problème qui a déjà été adressé? Il n'y a pas une solution à ça? Alors, il y a une solution partielle, c'est qu'il y a clairement maintenant, il y a des produits financiers de très bonne qualité qui sont des choses simples et à très bas coût. C'est vraiment là, tu as le prêt-à-porter des produits financiers qui existent. Tu peux avoir ton H&M des produits financiers et trouver tout ton bonheur sans avoir besoin de prendre des choses complexes. Et c'est un H&M dans le sens où c'est pas cher ou dans le sens où c'est peu qualitatif? Alors là, c'est marrant, c'est que dans la finance, ça ne fonctionne pas comme les autres marchés. En finance, généralement, les produits les moins chers sont ceux de meilleure qualité. Parce que en gros, en finance théorique, on voit, qu'est-ce qui fait qu'en finance, on gagne de l'argent? C'est parce qu'on fait des paris sur l'avenir. Et ces paris-là, en fait, il y a plein d'autres acteurs qui le font en même temps que nous. Et le problème, c'est que tous ces acteurs-là, c'est un peu un jeu à somme nulle. C'est que si tu veux faire mieux que la moyenne du marché, il faut que quelqu'un d'autre ait fait moins bien. Parce que tu l'auras, par exemple, vendu un truc qui allait baisser ou tu avais acheté quelque chose qui allait monter. Et qui allait monter ou baisser plus que la moyenne. Donc, pour faire mieux que la moyenne, ça veut dire que tu as pris à un autre investisseur. Donc, si tu joues ce jeu de ce qu'on appelle la gestion active, tu as des chances de te faire manger. D'accord. Donc, le frottin va se faire manger par le requin. Et si toi, en tant qu'investisseur particulier, tu décides juste de prendre la moyenne du marché, c'est-à-dire de copier le marché, tu vas en fait payer très peu cher, parce que ça coûte très peu cher de garder tes positions sur la durée. Et tu n'as pas le risque de faire moins bien que le marché. Et ça, il n'y a pas de professionnels qui le recommandent ou il n'y a pas des acteurs qui poussent vers ce type de gestion-là? Ah si, bien sûr, c'est ceux qui vendent justement ces fonds de gestion, donc ce qu'on appelle les fonds indiciels qui copient le marché, donc les ETF, qui sont très connus. Il y a plusieurs acteurs, il y a plein de grandes maisons, et maintenant ça commence à représenter une proportion de plus en plus importante de l'offre de produits financiers. Et pour les particuliers, honnêtement, je suis convaincu qu'il n'y a pas besoin d'autre chose. Ok, est-ce que les conseillers, les acteurs traditionnels, ils ne poussent pas forcément vers ces produits-là parce qu'ils n'ont pas intérêt à le faire en réalité? Tout simplement, un ETF, ça va te coûter 0,10 à 0,20% par an. Ouais. Donc pas grand-chose. Et tu ne peux pas avoir de rétrocommission là-dessus. Tu ne peux pas faire grailler un intermédiaire qui est un commercial qui a par des produits. opposition donc, du coup, aux autres produits financiers qui sont plutôt aux alentours de 2,5%, c'est ça, 3%? Ouais, alors c'est souvent entre 1,5 et 2%, mais après tu vas rajouter des frais d'enveloppe si tu passes par exemple dans une assurance vie ou ce genre de choses. Et ça occupe très très vite. Donc là, en fait, on est sur un ordre de grandeur de 1 à 10 quasiment, ou 1 à 6, 1 à 8. C'est ça. Entre gérer soi-même avec les fonds sur étagère, des fonds indiciels, donc les ETF dont tu parlais, versus déléguer la gestion à quelqu'un.
C'est ça. Exactement. En fait, c'est que ça coûte extrêmement cher de faire ça, surtout si tu regardes par rapport aux gains potentiels que tu peux espérer. En ce moment, là, on sort de... Ça fait en gros presque 15 ans que la bourse, elle monte en continu. Il y a eu des petits blips, tu vois, 2022, 2020, où on a eu des petites frayeurs, 2018 aussi. Mais globalement, il y a eu très peu de périodes dans l'histoire où les hausses ont été autant prononcées et aussi durables. Et en fait, tu as différents modèles qui essaient de prédire, en tout cas de te donner une tendance sur les 10 années ou les 20 années à venir. Et tous les modèles que j'ai pu voir qui ont montré qu'ils avaient un certain pouvoir prédictif par le passé, c'est-à-dire qu'ils ne se plantaient pas trop, qu'ils te donnaient au moins le bon ordre de grandeur, ils sont quand même tous à faire un peu la tronche. Ils t'annoncent tous des perspectives de progression des différents types d'investissements assez médiocres sur à peu près toutes les classes d'actifs. Globalement, on entre dans un monde où les rendements, là, sur la décennie, ils n'ont pas l'air très affriolants. Okay. Et donc, quand tu as des faibles rendements et que, par contre, on continue à te pomper 2 à 3% par an là-dessus, en fait, c'est au lieu de passer de un tiers de tes revenus potentiels, on te mange toute la performance potentielle. Voilà, on te mange toute la performance latente. Ok. Et pour prendre un peu de recul sur l'état aussi actuel du marché, est-ce que est-ce qu'on compare souvent les Américains, les Français? Est-ce que les Français, ils épargnent bien selon toi? Non, globalement, les Français, ils épargnent un peu avec les pieds. Ah, carrément. Ouais, non, mais carrément. Honnêtement, tu vois, j'ai l'impression que la plupart des gens, ils vont passer plus de temps à choisir leur prochain smartphone qu'à placer l'épargne de toute leur vie, qu'à prendre la décision qui va avoir un gros impact. Parce que ton épargne, si tu la places bien, en fait, c'est ce qui va faire la différence entre arriver avec quelques dizaines de milliers d'euros ou plus d'une centaine de milliers d'euros. Je parle pour le français moyen en termes de patrimoine médian. Le patrimoine médian, c'est 150 000 euros en France. Et ça va être des différences tu vas passer du simple au triple si tu as pris les bonnes décisions. À l'échelle de leur carrière. À l'échelle de toute ta vie. Voilà. Donc, et si tu veux, si tu arrives à la retraite et que tu as 10 000 balles, tu vas avoir plus de sueur froide à la retraite que si tu as 100 000 balles. Et ce que tu dis, c'est que c'est un sujet qui est mis sous le tapis en fait, pour l'instant. En fait, on passe plus de temps à choisir des sujets un peu d'ordre 2, donc choisir son smartphone, comparer des prix de quelques dizaines d'euros, là où en fait on n'a pas forcément, le Français, disons, en général, ne va pas conscientiser, ne va pas avoir une stratégie d'épargne, c'est un peu ça. C'est ça, parce qu'en plus, globalement, on est plutôt bon en épargne en termes de capacité à mettre de l'argent de côté. C'est que le problème, cet argent, on ne se pose pas trop la question de où est-ce qu'on le met pendant qu'on l'a mis de côté. Alors que les Américains, ils ont plus l'obligation de se poser ces questions-là. Pourquoi ? En fait, les systèmes de retraite américains se sont de plus en plus libéralisés. D'accord. Dans les années 50-60, tu avais encore ton entreprise qui allait avoir un fonds de pension, ce genre de choses, plus ou moins obligatoires. Et là, maintenant, ça a été de plus en plus, la responsabilité a de plus en plus été reportée sur l'épargnant lui-même, en fait, de définir sa stratégie pour préparer sa retraite. Donc ça, en fait, c'est que aux États-Unis, le modèle de retraite, c'est un modèle par capitalisation. Donc chacun est responsable de sa propre retraite, par opposition au système français, où nous, c'est par répartition. Et donc les cotisants actuels cotisent pour les retraités du moment. C'est ça. Donc c'est mis en commun, finalement, là où aux États-Unis, c'est chacun pour sa pomme. Voilà. Et mais sachant que les retraites, ça reste quand même le jour où tu passes à la retraite, mais avec le système qu'on a en France, actuellement, tu prends quand même une grosse réduction de ton revenu. Et comme notre démographie, elle n'est pas fantastique et que c'est pas l'ordre du jour de rouvrir l'immigration en masse en France, globalement, la perspective de contribution en fait, de la retraite publique à tes revenus quand tu seras âgé va plutôt avoir tendance à baisser. Et donc c'est un sujet qui est en fait de facto de plus en plus important pour les Français, parce qu'avant, c'était quelque chose de complètement délégué et on se dirige vers quelque chose qui va être de plus en plus leur responsabilité. En tout cas, je pense qu'il faut... moi, je crois que les services publics vont perdurer, mais c'est mieux de se protéger contre l'éventualité où ça baisserait. Et après, il n'y a pas que ça, il n'y a pas que la retraite, en fait, dans la vie. C'est dans ta vie, maintenant, les gens ils vont avoir des carrières plus éclatées et ils vont, par exemple, décider de faire une reconversion professionnelle. Enfin, je veux dire, quand tu arrives à mon âge, que tu es quadra, que tu vois que tu as plein de copains qui se reconvertissent, qui changent de métier, parfois sur des métiers où ils vont avoir des revenus beaucoup plus faibles. D'accord. Si tu as préparé ça, que tu l'as anticipé, que tu est capable de mesurer en fait l'impact que ça va avoir sur ton bien-être matériel tout au long de ta vie, tu vas t'y préparer différemment. Tu vas décider d'épargner peut-être de manière plus agressive quand tu es jeune, etc. Donc, te dire que la vie est pleine d'incertitudes et donc que tu peux réduire en fait l'impact de ces incertitudes en investissant de manière raisonnée tout au long de ta vie, tu vas juste améliorer ton bien-être tout au long de ta vie. Et en se posant ces questions-là, de finances, tu te poses en fait des questions vraiment sur ta vie. C'est quelles sont les choses qui vont être importantes pour toi, quels sont les compromis que tu fais, les hypothèses que tu fais sur le futur. Et puis derrière, après, tu
Tu prends des décisions raisonnées à partir Donc de ça. là, la première erreur dont tu parles, c'est le fait de ne pas s'y intéresser, de repousser un peu ce problème-là. Est-ce qu'il y a d'autres erreurs sur la manière d'épargner et d'investir? Ouais, il y a une autre erreur typiquement française, c'est d'être obnubilé par la fiscalité. Ok. En gros, l'assurance vie, par exemple, est extrêmement populaire parce que pendant les successions incroyables, tu aurais un abattement, etc. Bon, ce qu'on oublie de dire, c'est que la plupart des Français, ils n'ont pas le patrimoine qui fait que cet abattement est utile parce que le régime de droit commun serait suffisant pour qu'ils aient Donc quasiment ça, pas tu de peux préciser un petit fiscalité à peu. payer. Donc dans le régime de droit commun, c'est quoi? Ouais, Il y a une en gros, si mettons, t'es le Français typique, tu vas avoir 2 héritiers, 2 enfants en D'accord. moyenne. Chacun d'eux, va hériter de 100 000 euros sans payer d'imposition dessus. D'accord, donc il y a une franchise d'imposition de 100 000 euros par enfant. Exactement. Et si en plus tu as une assurance vie, tu vas avoir 150 000 euros de plus. Donc en fait, par enfant, en franchise d'imposition, si on remplit bien toutes les enveloppes, on peut donner 250 000 euros sans frais de transmission. C'est ça. Donc 500 000 euros, 1 million d'euros, la plupart des Français n'ont pas ces sommes-là. D'accord. Ok. Donc la plupart des Français ont des assurances vie qui leur sont complètement inutiles. Ok. Enfin, pas complètement inutiles, mais en tout cas, pas forcément pour les bonnes raisons. Pourquoi l'assurance vie, ce serait pas optimal selon toi dans cette situation-là? Parce que ça coûte des frais en fait. Ok. C'est quoi ces frais? Tu vas payer ton assureur, tu vas le payer dans le meilleur des cas 1,5% par an. D'accord. Et dans le pire des cas, 1-2%. Donc ça, parfois, tu as des frais sur les versements aussi. Donc ça, c'est donc il y a différents frais en fait qui sont liés à l'assurance vie que tu n'as pas forcément sur d'autres manières d'investir. Exactement. Et pourquoi du coup il y a ce flux et cette attractivité de l'assurance vie? Tu parlais du côté transmission, mais qu'est-ce qui fait il y a beaucoup de marketing. C'est que concrètement, les intermédiaires financiers vont te proposer ce genre de produit parce qu'ils touchent des très belles commissions. Okay. Quelqu'un qui va te vendre une assurance vie peut toucher parfois plusieurs années de commission. Et ça, sur d'autres produits, c'est pas le cas? Non, sur d'autres produits où il n'y a pas ça. Comme quand tu investis directement vers un PEA ou via des comptes titres. Le PEA, c'est un plan d'épargne en action. D'accord. Donc, tu peux investir que dans certains types d'actifs, que dans les actions. Donc, ça veut dire que tu ne peux pas avoir tout ton argent dans un PEA parce que tout investir en action n'est probablement pas souhaitable pour la plupart des gens. Mais donc voilà, c'est juste un compte sur lequel tu vas avoir une grosse réduction fiscale. C'est-à-dire que tu vas payer juste les prélèvements sociaux et pas du tout d'impôt sur le revenu dessus. Il est utilisé, il est bien utilisé, il est sous-utilisé? Ouais, il est quand même pas mal utilisé par les gens qui se sont posés des questions. D'accord. Les gens qui commencent à s'intéresser à l'investissement voient assez vite. Et là, clairement, il y a plein de sources éducatives sur Internet, ou y compris des conseillers bancaires qui vont te suggérer d'ouvrir un PEA. Donc, ce n'est pas un univers complètement pourri. Oui, bien sûr. Mais... Ouais. Donc, c'est connu, mais c'est probablement sous-utilisé par beaucoup de personnes. Ok, donc on sent quand on parle que tu es très passionné. Donc, ça t'a mené à créer l'entreprise Kaias. C'est quoi un peu le cheminement qui t'a fait arriver à ça? Déjà, l'appliquer sur mon propre patrimoine. D'accord. Donc, de voir que, en fait, tu as des façons d'investir qui sont plus raisonnables. Et aussi, après, j'ai fait le tour avec mes parents de leur compte. Et là, je me suis dit, mais quel musée des horreurs, quoi. C'était terrible. Ils étaient donc mon père est à la retraite maintenant, il était médecin. Et donc, il avait, ils avaient des très bons revenus. Et donc, ils avaient un patrimoine avec un peu de tout. J'ai regardé les trucs. Ils avaient un PEA en mandat de gestion où il y avait des achats et des ventes sur des fonds de placement, donc des fonds qui répliquaient des indices boursiers, qui étaient plus ou moins les mêmes, juste pour engranger des frais. Donc selon toi, il n'y a aucune valeur ajoutée à faire ces changements. C'était les mêmes fonds. Ouais. Juste, il y avait des arbitrages qui étaient faits pour percevoir des commissions. Exactement, je pense que c'était ça. Donc c'était vraiment donc là, en l'occurrence, c'était juste rire la vache, quoi. Clairement. Ok, putain. Et là, je me dis, bon, pour mes parents, c'est pas très grave, vu ils ont une bonne retraite, ils ont largement de quoi vivre, quoi. Mais de me dire, ça peut arriver à des gens qui n'ont pas autant de capacité financière, et donc pour eux, ça va être vraiment à l'arrivée à la retraite, ils vont galérer plus. Ils vont être moins à l'abri d'un coup du sort, d'une tuile, d'un problème dans leur maison. Et tu penses que cette situation, elle concerne beaucoup de personnes en France? Ouais, je pense, en fait, à en discuter un peu autour de moi ou à voir un peu sur des forums, on entend souvent des histoires un peu terribles à la fin des successions. Tu aperçois que les gens se sont fait complètement boulotter par des frais ou alors arrivent vraiment à la retraite alors qu'ils ont épargné énormément d'argent. Ils ont fait du surplace, quoi, pendant 15 ans. Alors que, je le répète, on a là ces derniers temps, ces 15 dernières années ont été parmi les plus lucratives de toute l'histoire en termes de placement financier. Donc en fait, normalement, à la retraite, tu devrais avoir non seulement ce que tu as réussi à épargner, mais en plus tous les rendements que tu aurais dû avoir. Ouais. Et là, il y a un ordre de grandeur, peut-être que sur les 10 dernières années, on a un ordre de grandeur de quel est
les bénéfices qui auraient été attendus si on avait joué par exemple l'indice? Post-impôt, tu aurais pu avoir de l'ordre d'une dizaine de pourcents par an. Ça a été des années Et 10% extrêmement par an performantes. sur 10 ans, ça représente à peu près combien? Faudrait calculer. calcul, mais là, il faut sortir les exponentielles. Faut sortir les calculettes. Alors, 1,1 à la puissance 10, ça ferait 2 fois et demi. 2 fois et demi, ok. Donc en fait, il y a une ta perte. mise de départ. Donc on aurait pu être à 2,5 et on se retrouve à 1 à la retraite, si je C'est ça. résume. Okay, Après, c'est un peu plus compliqué parce que tu accumules de l'argent petit à petit. Oui, bien sûr. Mais Oui, après, tout est à voir au cas par cas. Okay, et donc attention, là aussi, on a dit 2 fois et demi, mais c'est si tu prenais un investissement avec un risque très élevé. Sur un risque plus intermédiaire, tu aurais pu avoir 1 fois et demi à 2 fois sans prendre des risques déraisonnables. Oui, c'est juste pour donner un exemple, c'est une mise en situation. D'accord. Et donc là, tu réalises tout ça. Tu échanges sur des forums aussi, tu es actif sur des forums, c'est ça? Ouais. C'est une de tes manières d'apprendre? Ouais, en fait, j'aime bien tester ce que j'ai appris, de voir si je suis capable de l'expliquer à d'autres et à l'utiliser. C'était Richard Feynman, donc un grand scientifique du XXe siècle, qui disait ça. On commence à maîtriser un sujet quand on est capable de l'expliquer à d'autres. Et donc ça, tu l'as appliqué de manière assez extensive, ça? J'essaie. Okay. Ouais, et je vois qu'il y a vraiment du répondant, on peut commencer à avoir ces discours qui changent un peu du discours ambiant de l'investissement, c'est-à-dire rajouter une petite couche de mesure dessus, de dire c'est comme dans un univers très incertain, le risque c'est quelque chose d'important. Il faut en tenir compte, il faut essayer de le mesurer et de bien comprendre qu'en fait gagner un maximum d'argent, c'est pas ça le endgame de l'investissement. En fait, c'est de trouver un bon compromis entre le risque et l'espérance de rendement que tu vas avoir pour que dans ta vie, en gros, tu sois le moins emmerdé possible pour des questions d'argent. Parce que l'objectif de la vie n'est pas d'accumuler de l'argent, mais en fait d'avoir cette réserve de valeur qu'est l'argent pour pouvoir faire les choses que tu as envie de faire de ta vie. Ok, donc c'est ça un peu que tu as envie d'adresser avec Kayas. Complètement. Et on arrive du coup à ce sujet-là. Est-ce que tu peux nous dire ce qu'est Kayas, hein? Quelle est la mission principale? Je pense que là, tu viens de l'évoquer, mais c'est quoi Kayas? C'est ça. Kayas, le but du jeu, c'est de te donner les outils et les connaissances pour être capable de rendre l'argent, d'en faire un allié au cours de ta vie, pour améliorer ton bien-être et d'en être le moins dépendant possible. Donc évidemment, dans ta vie, qu'est-ce qui va définir si tu vas pouvoir beaucoup dépenser d'argent? C'est est-ce que tu en gagnes beaucoup et si tu l'investis bien. Mais c'est surtout combien tu vas gagner. Par contre, dès que tu commences à réaliser que en fait, l'argent, donc on le dit, hein, c'est classique, l'argent ne fait pas le bonheur, même s'il y contribue, et tu t'aperçois que en fait, plus tu gagnes d'argent, moins l'argent a d'importance. Mais par contre, plus tu perds de l'argent, plus les pertes sont importantes. Donc, ce que je veux dire, c'est qu'à un niveau donné, en fait, l'argent que tu pourras accumuler en plus a moins de valeur que les premiers euros finalement que tu peux accumuler. Ouais, clairement, si tu as 10 millions d'euros, gagner 1 million d'euros, tu t'en fous un peu. Si tu as 10 000 euros, gagner 1 000 euros de plus, ça va avoir de l'importance parce que ça veut dire que par exemple, tu vas pouvoir partir en vacances, tu vas pouvoir financer une formation qui va t'améliorer ton niveau de vie global. Ok. Et donc, tu as parlé d'outils, tu as parlé d'un parcours pédagogique. Est-ce que tu peux un peu nous expliquer plus dans le détail comment ça fonctionne? Ça s'adresse à des épargnants, à des individuels? Ouais, donc nous, on s'adresse plutôt aux gens qui peuvent commencer à avoir un peu d'épargne. Donc, ça va être à peu près la moitié de la population française et qui est clairement à aucune idée de comment s'y prendre. Les gens qui savent, vraiment les gens qu'on veut, c'est les gens qui ont... Enfin, les gens qu'on veut servir, c'est les gens qui se rendent compte que l'argent, c'est compliqué, ça a de la valeur, que c'est difficile à gérer, que la finance, c'est pas comme ce qu'on peut te dire, quelque chose d'évident à faire, qu'on a toujours des bons résultats, que c'est la fête. Et aussi les gens qui vont se méfier des conseillers financiers classiques, de leurs banquiers et tout ça. Donc l'idée, c'est de les émanciper, de faire en sorte qu'ils apprennent par eux-mêmes à gérer leurs finances personnelles. Exactement. Okay. Et pour faire ça, en fait, il y a deux aspects. Il y a un aspect un peu l'intuition, c'est commencer à comprendre un peu comment ça marche l'investissement et les finances personnelles. Donc ça, c'est via de l'éducation qu'on arrive. D'accord. Et après, il y a la façon, c'est comment tu le mets en œuvre. Et là, c'est plus des maths, c'est plus de l'ingénierie. Et là, nous, on va fournir des outils qui font en fait toutes ces choses-là. Okay, en fait, donc... ces outils-là, pour pouvoir les utiliser intelligemment, il faut avoir compris un peu l'intuition de comment ça marche. Et ce que tu vas apprendre, c'est les mathématiques qui sont derrière ou qu'est-ce que tu vas apprendre concrètement? Est-ce qu'il faut savoir être bon en maths, par exemple, pour comprendre? Non, même si ça aide, mais c'est pas utile, en fait, justement. Les mathématiques, c'est ce qu'on met sous la machine, sous le capot. Par contre, après, ces grandes théories financières, donc ça peut être des prix Nobel, j'ai dit, hein, donc du William Sharpe, Harry Markowitz, Robert Merton, donc il y en a plusieurs qui ont fait ces apports-là. Ils se réduisent bien, ces théories-là s'expriment bien sous forme de petites heuristiques, des règles à la louche
qu'on comprend bien. C'est des simplifications, quoi. Voilà, qui sont des simplifications qui sortent des formules, hein, et que tu les appliques dans certains cas particuliers, ça donne des bonnes idées pour ne pas faire des grosses conneries. Et déjà, rien que ne pas faire de grosses bêtises, c'est déjà 80% du travail. Ok. Donc, il y a toute cette notion pédagogie. Il y a des outils pour définir une stratégie et pour la mettre en œuvre. Et j'ai cru comprendre qu'il y avait aussi une communauté pour échanger aussi. Oui, derrière, alors les finances, il y a une grosse partie comportementale. C'est les maths vont nous dire quelles sont les façons raisonnables d'investir. Par contre, après, le jour où les marchés dévissent et où tu te prends 50% dans la tronche sur certains de tes placements, là, il faut être très, très fort dans sa tête. Et pour être très, très fort dans sa tête, parfois, la confiance dans la science n'est pas suffisante. C'est quoi le risque? C'est quand ça baisse, en fait, on panique et on vend tout. Alors que quand ça baisse, en vrai, il faut plutôt avoir tendance à acheter. Ok, donc on va faire l'inverse de ce que tout le monde. Là, par exemple, en ce moment, les marchés montent et tout le monde veut acheter. Il y a plein de gens qui se mettent à l'investissement. Okay. Alors que c'est potentiellement pas le bon moment d'y aller. Selon toi, il y a un risque à être trop dans l'euphorie et suivre en fait l'euphorie ou à l'inverse, avoir peur et capituler et tout vendre. Dans l'histoire, c'est ce qui s'est passé de multiples fois. C'est quand il y a trop d'euphorie, c'est pas le bon moment. Ce qui ne veut pas dire qu'il faut sortir des marchés, mais ça veut dire qu'il ne faut pas s'exposer à trop de risques, à plus de risques que nécessaire. Et donc l'idée, c'est d'être le compagnon qui te permet de ne pas faire ces grosses erreurs-là, c'est ça? C'est ça. Et via la communauté, je pense vraiment c'est qu'en tant qu'investisseur, en tant que particulier, on va pouvoir discuter de ces choses-là et un peu calmer les esprits. Et ça prendra quelle forme, la communauté? Je pense principalement un forum. Ok, un forum. Ok, super. Et écoute, qui sera évidemment modéré parce que c'est un sujet trop sérieux où on ne peut pas vraiment laisser les gens dire des trop grosses haines. Il y a en finance, il y a plein de choses qui ne sont pas déterminées, on n'a pas des réponses absolues. Mais il y a des trucs, on sait quand il y a des trucs qui sont des grosses conneries et ça, on peut le dire. Et déjà, on peut calmer un peu les gens à éviter de faire ce genre de grosses bêtises. Même si on peut avoir plein d'avis différents sur la finance, il y a plein de gens très intelligents, même dans la recherche scientifique, il y a plein de chercheurs qui ont des avis différents sur des questions importantes de la finance. Et est-ce que la solution que tu proposes, c'est une solution qui est un peu clé en main, où une fois qu'on a compris qu'on utilise les outils, on n'a plus qu'à appliquer. Et est-ce que vous appliquez des hypothèses sur les marchés, ou est-ce que c'est une architecture ouverte où l'utilisateur doit jouer avec les paramètres, doit avoir des convictions, Alors des convictions, non. Les convictions, souvent, j'aime bien le dire, les convictions sont un piège à con. En finance, il faut se méfier de ces convictions parce que ça ne marche pas du tout comme notre intuition nous inciterait à le penser. Par contre, on va avoir des croyances en finance. Par exemple, une des croyances, c'est est-ce qu'on va croire que les marchés sont efficients ou pas du tout efficients? Ça veut dire quoi? Les marchés efficients, c'est-à-dire que les prix, ils sont à peu près justes. Ils sont tout le temps à peu près justes parce qu'ils intègrent toute l'information qui est disponible. Et donc, a priori, si toi, tu n'as pas une information supplémentaire à inclure dans les prix, par exemple, j'ai découvert avant tout le monde qu'il y allait avoir telle chose qui allait se passer, telle technologie qui allait devenir mainstream, et donc je vais pouvoir décider d'investir en conséquence. Okay? Mais ça, en vrai, en tant qu'investisseur particulier, tu ne sais jamais les choses en avance. D'accord. Tu sais ça, tu le sais bien trop tard, quand les prix ont déjà été impactés et ont été déjà modifiés par des investisseurs institutionnels qui ont des hordes de gens. Donc ça veut dire qu'en fait, le marché prend déjà en fait en compte tout ce que tu peux penser être nouveau. Le marché l'a déjà digéré, le comprend déjà. Et ça rejoint un peu ce que tu disais tout à l'heure sur le fait que les fonds, les gérants actifs qui gèrent des actions, disons, ils battent pas en fait les indices et même eux, en passant toute la journée dessus, ils n'arrivent pas forcément à battre les indices. Il y en a qui les battent, mais c'est extrêmement dur. Et c'est un nombre d'entreprises très minime qui arrivent à faire ça. Et en tant qu'investisseur particulier, déjà, tu ne sais pas forcément sélectionner quel va être un bon gérant d'un autre. Et clairement, si tu essaies toi-même de faire ta petite cuisine et dire je vais acheter du Nvidia parce que pour moi, c'est évident que l'IA va être hyper important, en fait, après, tu passes après les autres qui ont déjà réfléchi à ça. En fait, ce que tout le monde connaît n'a aucune valeur. En fait, ce que tu veux dire, c'est que tu peux avoir raison à court terme, mais en fait, c'est juste un peu de te reposer sur le hasard. C'est que ça va être du hasard. En fait, ce qu'il y a à faire, quand tu regardes un peu les mécanismes de formation du prix des actions, il y a des effets comportementaux. Donc, je ne suis pas quelqu'un qui va dire que les marchés sont complètement efficients. Ouais. Mais clairement, il y a des gens qui réfléchissent, qui ont des modèles qui sont raisonnables, qui te permettent de donner des évaluations des prix des actifs en fonction des incertitudes que tu as, qui sont globalement dans la plaque. En tout cas, toi, tu ne pourras pas faire mieux
ton avis à toi, il a très 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 peu de chances d'être plus pertinent que l'avis du marché. Donc toi, tu t'essaies de tuer un peu l'ego de l'investisseur. Et ce que tu dis, c'est qu'il faut bâtir une stratégie un peu globale et après s'y tenir, mais ne pas chercher à être plus intelligent que la masse, quoi. C'est ça. Toi, en tant qu'investisseur particulier, tu peux définir en quoi tu es différent du marché et décider d'investir différemment. Par exemple, si tu es jeune, ça veut dire que tu as des décennies devant toi pour accumuler de l'argent et donc tu peux prendre plus de risques au début. Parce que par exemple, si tu vas épargner 10 000 euros par an toutes les années de ta vie à venir et que tu as actuellement 1 000 euros, tu te doutes bien que les 1 000 euros que tu as actuellement, ils ont très peu d'impact sur tout l'argent que tu vas accumuler dans ta vie. C'est une petite partie de ce que tu vas gagner. Exactement. Donc, ça veut dire que cette petite partie-là, tu peux te permettre de prendre plus de risques parce qu'en fait, c'est futur toi qui va te repêcher. Ok. Si tu n'as eu pas de chance. Par opposition à quelqu'un qui arrive à la retraite, par exemple, et qui doit du coup prendre, j'imagine, moins de risques. Ouais, mais alors après, il doit quand même continuer à prendre du risque. Effectivement, c'est que son niveau de risque, il doit être inférieur parce que déjà, il n'a plus de capacité de revenus qui vont être générés parce qu'il ne va plus travailler. Et aussi parce que son horizon est plus court. Ouais. Donc, tu peux moins absorber ces fluctuations. Donc, il y a tout un tas de concepts. Donc ça veut dire que les spécificités, par exemple, dont tu as donné un exemple, c'est l'âge, et qu'en fonction de l'âge, on ne va pas forcément investir de la même manière, et qu'au cours de sa vie, la manière d'investir va aussi évoluer. Exactement. Et elle va varier aussi si tu as des projets. Par exemple, si tu as des enfants et que dans 10 ans, il faut leur payer leurs études, tu vas devoir en tenir compte dans ta stratégie d'investissement parce que tu vas avoir besoin de sortir de la liquidité à un moment. Tu as d'autres exemples de projets de Les grands classiques, c'est tu vas acheter ta maison. Tu vas avoir besoin de sortir du cash à un moment. Et donc là, imaginons je veux acheter ma maison dans 3 ans. Qu'est-ce que ça change par rapport à quelqu'un dont ce n'est pas le cas ? Par rapport à 2 personnes qui seraient exactement pareilles, à part qu'il y en a une qui n'a pas ce projet-là, la personne qui va avoir dans 3 ans besoin d'acheter ta maison, elle va baisser significativement sa exposition aux actifs les plus volatiles, donc les actions par exemple. Ok, et elle va plutôt du coup limiter son risque et être sur des choses plus garanties, disons. C'est ça, soit garder de l'argent dans du bas de laine, ou un peu mieux, si tu vas garder des obligations de bonne qualité qui vont tomber à échéance dans la période que tu veux. Donc tu vas ajuster en fait ton exposition au risque en fonction de tes besoins à court et moyen terme. Mais surtout, derrière, tu as quand même une couche, c'est que tu vas raisonner à l'échelle de toute ta vie pour équilibrer ton risque un peu dans le temps. Ok. Et là, si on parle de quelqu'un qui débarque et qui ne connaît pas bien tous ces sujets, selon toi, c'est quoi vraiment la première étape d'un investisseur néophyte ? Quelle est la première question qu'il doit se poser ? Quelle est la première étape ? La première chose qu'il aura à faire dans quelques temps sera s'abonner à Kaias, clairement. Après, pour commencer, très honnêtement, il ne faut pas s'empresser. Si tu es un investisseur jeune qui débute, il faut être conscient que l'essentiel de ton capital, il va tomber dans le futur. Donc, tu n'as pas une urgence à prendre des décisions tout de suite. Tu peux passer quelques mois à potasser des bouquins, à te former. Il y a des sites en ligne pour tout ça. Et surtout, il faut commencer vraiment à se poser la question de c'est quoi le risque en fait. Déjà, avoir une idée un peu de quel est ton estomac pour le risque. Donc, tes aspects comportementaux, parce que la discipline est hyper importante sur le temps long. C'est est-ce que tu es capable de maintenir une stratégie quand tu vas te prendre des grosses bâches dans la tête, quand tu vas avoir plein d'incertitudes. Donc ça, c'est quelque chose d'important. Donc, de savoir à quel point on est sensible au risque. Et ça, c'est notre psychologie. Même si en travaillant sur soi, on peut avoir un niveau de sensibilité au risque raisonnable. Et après, deuxième aspect, c'est vraiment de commencer à se familiariser avec c'est quoi les grandes classes d'actifs. Les classes d'actifs, si on appelle, c'est les grandes familles d'investissement. D'accord. Les actions, les obligations, l'immobilier. Et comprendre un peu quelles sont leurs caractéristiques et comprendre qu'en fait, à chaque fois, elles présentent des risques qui sont des risques différents. Les actions, ça peut bouger très fort et ça peut faire des traversées du désert qui ont duré 10 ans, 20 ans. Les obligations, pareil, quand les taux d'intérêt vont varier, ça peut te faire des grosses variations. Tu peux définir les taux d'intérêt Alors, actuellement, par exemple, on en a parlé... Expliquer ce qu'est une obligation et peut-être les taux d'intérêt. Une obligation, en fait, c'est une reconnaissance de dette. C'est, par exemple, l'État français va dire « je voudrais emprunter une certaine somme et en échange, tous les ans, je vais te donner des intérêts et je te rembourse au bout de 5 ans, 10 ans, etc. » D'accord. En pratique, ces obligations-là, tu n'es pas obligé d'attendre 10 ans pour récupérer tes billes. Tu peux les revendre sur le marché secondaire. Et en fait, en tant qu'investisseur particulier, tu achètes des bouts d'obligations comme ça. Donc, ça veut dire que tu détiens, en fait, tu as prêté à l'État, mais tu peux revendre en fait, ce titre. C'est ça, à un autre investisseur qui a envie justement d'avoir une dette qui est assez safe
et qui va lui rapporter un peu d'argent. Ok, donc ça, en gros, quand on détient ce titre-là, on gagne un intérêt tous les ans ou toutes les Ouais, tu vas aussi gagner ou perdre parce que la valeur auquel sont prêts à te racheter, les autres investisseurs sont prêts à te racheter cette obligation, elle va varier dans le temps. Mais ça, c'est déjà des trucs un peu techniques. Tu n'as pas besoin de savoir ça pour décider comment tu vas investir entre les actions, les obligations et l'immobilier. Toutes les classes d'actifs, tu peux imaginer que tu peux les réduire à un indice, c'est-à-dire un truc représentatif qui a 2 caractéristiques importantes. C'est quel est le rendement que j'espère que ça ait dans le futur et est-ce que ça a beaucoup gigoté? Est-ce que c'est très risqué dans le sens que ça peut fluctuer beaucoup en valeur? D'accord. Et donc, il y a des classes d'actifs qui fluctuent plus que d'autres? Ouais, les actions sont beaucoup plus volatiles que les obligations, par exemple. Donc, fluctuer, la volatilité, c'est une des façons de mesurer le risque. C'est dans quelle mesure le prix il gigote. Et donc, les actions vont être tendance à être beaucoup plus volatiles que les obligations. Mais l'espérance de gain est supérieure, ouais. A priori. Ça, c'est un des grands principes des marchés financiers. C'est en gros, en supposant que tu ne prends pas des risques idiots, que tu prends juste les risques que le marché est prêt à rémunérer, tu peux te dire que globalement, l'espérance de rendement est inversement proportionnelle au risque. Donc, plus on veut gagner d'argent, plus il faut prendre de risques. Voilà. Mais après, il y a aussi un autre truc important, c'est que quand tu prends plus de risques, en fait, quand tu montes et que ça baisse, tu vas ces effets-là. Par exemple, si tu le prends 10% en plus, donc j'avais, mettons, 100 € d'action, ça prend 10%, je me retrouve à 110 €. Oui. Mais si après, je perds 10% derrière, c'est-à-dire que je suis revenu au point de départ, je ne vais pas me retrouver avec 100 €. Je me retrouve avec 110 fois 0,9, donc 99 €. Donc j'aurais perdu 1 € en cause de cette volatilité. C'est pour ça qu'il faut chercher à trouver un juste équilibre entre le risque et l'espérance de rendement. Le but du jeu n'est pas d'être celui qui a la plus grande possibilité de s'enrichir. Le but du jeu, c'est d'avoir suffisamment d'argent à différents moments de ta vie où tu pourrais en avoir besoin et donc chercher à être le moins volatile possible par rapport à l'argent dont tu as besoin. D'accord. Il faut équilibrer en fait le risque et le rendement. Enfin, ce que tu veux dire, c'est que ça dépend vraiment de chaque personne et de tes projets. Ça dépend de tes projets, mais ça dépend aussi de ton aversion au risque. Parce qu'on l'a vu, c'est à des gens qui vont être plus sensibles au risque et ça va les rendre plus malheureux de perdre de l'argent pendant quelques années que de gagner plus d'argent, de les rendrait heureux. Ok, donc eux, typiquement, l'objectif, c'est pas forcément de maximiser le rendement, c'est de diminuer ce que tu appelles la volatilité, donc le fait de gigoter. C'est de trouver en fait le bon compromis pour toi, en fonction de tes projets, de ta personnalité, entre le rendement que tu espères et les risques que tu es prêt à prendre. Tu penses que les gens, en s'éduquant bien, ils peuvent arriver à le définir eux-mêmes? Ouais, sachant qu'après, c'est assez permissif. Si tu veux, tu ne vas pas chercher en finance, tout est incertain. Donc, tu ne vas pas prendre des décisions. Je vais te dire, tu vas avoir 17,3% de tels actifs et 27,4% de tels autres actifs. Tu n'en es pas là. Tu vas essayer, en tant qu'investisseur particulier, de raisonner beaucoup plus à la louche. C'est des grosses mailles, quoi. Voilà, c'est des grosses mailles qui vont te dire, OK, est-ce que je vais plutôt être à 20% d'actions, 40%, 60%, 80%? Est-ce que je vais inclure d'autres types d'actifs dans mon portefeuille parce que j'ai la croyance que ça peut améliorer le portefeuille? Comme quoi? Donc les actions, les obligations, ça peut être des matières premières, ça peut être l'immobilier, ça peut être aussi d'autres choses un peu plus abstraites qui vont être des stratégies qui vont utiliser des actions ou des obligations, mais qui, comme tu les fais changer au fil du temps, la façon dont tu t'exposes à ces risques-là, tu as une stratégie qui ne ressemble plus à des actions ni à des obligations. Ok. Et tu parlais du fait que la première étape pour un investisseur néophyte, c'était donc d'apprendre. Aujourd'hui, il y a beaucoup de contenu. À la fin, il y a des livres, il y a du contenu qui est sur YouTube, il y a du contenu sur les forums. Ouais. Ce qui est assez compliqué, c'est de faire le tri finalement entre quel est le contenu en qui je peux avoir confiance. Et donc la question que j'ai envie de te poser, c'est comment distinguer un bon contenu financier d'un mauvais contenu? Alors déjà, un bon contenu financier, il ne va jamais faire l'impasse du risque. Il va toujours te rappeler que les investissements sont risqués et il va essayer de te faire comprendre ce que c'est que le risque. D'accord. Ce que ça veut dire le risque, c'est que le risque, c'est, imaginons, on t'a dit d'investir en actions. Sauf que tu ne le savais pas encore, maintenant tu ne le sais pas encore, mais dans 3 ans, tu vas vouloir acheter ta maison. Imaginons que les actions aient dévissé de 50% dans ces 3 ans. Tu ne pourras plus t'acheter ta maison. Donc c'est ça le risque en fait. C'est juste que tu t'exposes à la certitude. Et si le contenu financier te parle juste de rendement, c'est que c'est des gens qui n'ont absolument pas lu de théorie financière et qui n'ont pas compris qu'en fait le but du jeu, c'est pas de gagner plus d'argent.
c'est d'avoir suffisamment d'argent pour Ouais, faire les choses que tu veux au moment où tu veux le faire. Donc si quelqu'un te vend juste que tu vas devenir riche et que tu vas t'enrichir, en général, c'est que c'est généralement pas bon signe. C'est un red flag, quoi. Ouais, pour moi, c'est un red flag parce que c'est quelqu'un qui dit pour s'enrichir beaucoup, il y a ces pistes-là qui sont prometteuses, mais attention, elles sont très risquées. Pourquoi pas, tu vois? C'est peut être complètement rationnel. L'aversion au risque, on peut avoir des approches complètement rationnelles pour différents niveaux de sensibilité au risque. Et tu parlais tout à l'heure d'un green flag, donc du coup, un drapeau vert, c'est le fait de parler du risque. Est-ce qu'il y a d'autres indicateurs qui pourraient laisser entendre que c'est un bon contenu? Déjà, quand ça commence à faire un peu mal à la tête, c'est plutôt bon signe. Ok, ça marche. Non, après, en fait, souvent, c'est un bon contenu, s'il va te commencer à t'aider à te questionner sur comment j'équilibre mon allocation, mon patrimoine, mon capital, comment je le répartis entre différentes catégories d'actifs. Ça, c'est très important. Si après, on est en train de te parler des vertus comparées de tel indice boursier versus tel autre, honnêtement, ça a peut-être du sens, mais il faut être quand même sacrément avancé. Ok. Et est-ce que tu peux nous en dire plus, toi, peut-être pas forcément en révélant les montants, mais comment toi, tu investis concrètement? C'est quoi ton portefeuille aujourd'hui? Ouais. Alors, mon portefeuille, moi, il contient un peu d'immobilier. C'est ma résidence principale et mon appartement d'avant qu'on a mis en location. D'accord. Mais surtout, après, c'est un portefeuille surtout quasiment que des actifs financiers. D'accord. J'ai une grosse partie qui est encore des actions de ma précédente entreprise. Donc ça, c'est la partie illiquide. Ok. Et tout le reste, c'est un mélange d'actions. Si tu regardes de loin, hein, c'est un mélange à peu près à part égale d'actions et d'obligations. Ok. Donc des actions très diversifiées. Donc c'est des actions monde. C'est un indice qui en gros regroupe la plupart des grosses entreprises mondiales qu'on appelle le MSCI World. Ok, MSCI World, donc c'est l'indice que tu utilises pour la partie action. C'est le plus simple. C'est l'indice de la personne qui assume ne pas avoir de conviction. C'est-à-dire, je vais prendre tout le marché des pays développés sans trop me poser de questions. Donc tu as ça. Et derrière, je vais avoir son petit cousin qui est le Global Aggregate, qui est la même chose à peu près pour les obligations. C'est-à-dire, tu prends les obligations de tous les États, de toutes les grandes entreprises, de tous les émetteurs de dettes de qualité. Ok. Donc ceux qui ont peu de chances de te claquer dans les pattes. Donc là, pour l'instant, il y a 2 supports, il y a 2 lignes. C'est ça. Et si tu veux, c'est les 2 plus grosses positions que je vais avoir. Après, comme j'ai des capitaux significatifs et des petites subtilités, c'est que j'ai pas mal d'argent sur un PEA, j'ai aussi une assurance vie. Donc tu as plusieurs enveloppes parce que tu arrives à des plafonds, c'est ça? Alors j'ai 3 enveloppes. Le PEA parce que c'est là que j'avais mis les actions de ma précédente entreprise. Le PEA, c'est l'enveloppe qui est la plus intéressante pour loger des actions. Voilà. Derrière, j'ai donc une assurance vie qui, elle, je la garde parce qu'elle me permet en fait de faire des rééquilibrages sans réaliser de plus-value. C'est-à-dire quand tu vends, en fait, quand tu as, mettons, j'ai un actif qui a pris 10%. Tant que je ne le vends pas, dans la fiscalité française, je n'ai pas d'impôt à payer dessus en tant que personne physique. Ok. Par contre, le jour où je le vends, c'est 10% de plus-value, j'ai de l'imposition dessus. Donc normal, fair enough. Mais évidemment, tant que je ne le vends pas, au lieu d'avoir le montant de mon capital plus le montant des plus-values et des impôts que je n'ai pas encore payés, parce que l'État ne m'a pas demandé de les payer encore, en fait, j'ai tout ce montant des impôts que je n'ai pas payés qui fait des intérêts composés. En tout cas, qui me donne plus d'exposition. C'est comme si l'État me prêtait de l'argent. La société me prête de l'argent jusqu'à ce que je décide de vendre. Ok, donc tu utilises l'assurance vie parce qu'elle te permet de ne pas réaliser cette plus-value et ne pas payer d'imposition. Et donc, dès que tu dois faire des petits changements dans ton portefeuille, tu utilises principalement ça. C'est ça. C'est principalement sur l'assurance vie. Et après, j'ai un compte titre. Et le compte titre, lui, là, il est juste là pour... je bouge très peu ce qu'il y a dessus. Et par contre, je l'utilise d'une manière... Donc, là, pour le coup, c'est assez avancé, c'est très peu connu. Je me génère de la liquidité en faisant des emprunts dessus. Donc, ça veut dire que tu as déjà un patrimoine significatif, mais en plus, tu empruntes grâce à ces investissements-là. C'est ça. En fait, c'est d'une certaine manière, je mets en gage des actifs que je possède pour pouvoir emprunter. Et donc, ça m'évite d'avoir justement à vendre ces actifs et donc de tout de suite faire la fiscalité. En gros, la fiscalité, je la ferai plus tard. Ou quand j'aurai besoin d'une somme importante d'argent. Et ça me permet juste de générer du cash pour accomplir mes projets. Ok. Donc, quel est l'intérêt en fait d'avoir ce levier-là en plus? Parce que du coup, ça te fait peut-être plus de risques? Alors oui, ça fait plus de risques. Mais je l'utilise pour avoir un portefeuille moins agressif. C'est-à-dire que la répartition entre les actions, les obligations, schématiquement de mon portefeuille, va être moins concentrée en actions et avoir proportionnellement plus d'obligations et aussi d'autres trucs, tels que des matières premières, qui sont complémentaires, qui diversifient mon risque, qui tartinent mon risque sur une plus grande tartine. Et le levier, en fait, me permet de cibler un niveau de risque que je veux. Ok. Avec, donc, d'après les théories financières, ça me donne de meilleures chances
d'avoir des meilleurs rendements pour au niveau de risque équivalent à si j'avais fait une position plus concentrée en action. Ok, ça j'ai l'impression que c'est quand même assez avancé, c'est assez sophistiqué. Est-ce que c'est quelque chose qui est nécessaire ou utile à tout un chacun? Non, c'est pas indispensable, mais je pense très honnêtement que dès qu'on commence à avoir un capital un peu significatif ou quand on est jeune et De qu'on peut l'ordre se de permettre de combien? prendre du risque, à partir d'une centaine de milliers d'euros, Ok, ça commence à avoir de l'intérêt de faire du levier. Ou alors, une autre option, c'est de faire du levier de façon agressive quand on n'a pas encore beaucoup d'argent. Parce que, comme on revient à ce qu'on disait avant, c'est donc quand le on est plus jeune, gros de notre capital, il est dans le futur. C'est futur nous qui va nous payer de l'argent en allant gratter au taf pendant les décennies qui viennent. d'accord. Donc on peut se permettre de prendre plus de risques avec l'argent qu'on a là parce qu'il représente en fait qu'une petite proportion de tout l'argent qu'on va gagner dans le futur. Ok, donc ça c'est plutôt quand on est jeune et qu'on n'a pas encore beaucoup d'argent mais qu'on a une carrière très longue à venir. C'est ça. Voilà. Et surtout, d'autant plus qu'on a une carrière qui est stable. Si par exemple, on est dans la fonction publique, par exemple, si je suis prof, c'est plus raisonnable que j'investisse dans des actifs risqués que si par exemple, je suis cadre dans la finance d'une grande banque ou si je travaille en IA, par exemple, si je suis un développeur en IA, ma carrière est probablement plus incertaine que celle d'un professeur des écoles. Très clair. Et toi, si tu devais refaire ton parcours, qu'est-ce que tu changerais? C'est quoi un peu les erreurs que tu as fait en chemin? Alors clairement, moi, je me suis intéressé trop tard aux finances personnelles. C'est-à-dire que j'ai longtemps investi. Donc j'avais eu un PEA, mes parents ils avaient la bonne idée de m'ouvrir un PEA, mais je ne l'avais jamais trop utilisé. Et surtout, je n'avais pas du tout potassé les questions, donc je ne savais pas du tout ce que c'était qu'un indice boursier, etc. Donc j'avais acheté un peu des actions par-ci par-là. Donc j'ai eu de la chance parce que j'avais fait des plus-values, mais j'aurais juste pris l'indice, j'aurais fait beaucoup plus d'argent avec beaucoup moins de risques. Et j'aurais aussi appris un peu à se poser ces questions de liquidité pour mieux gérer en fait en gros, je gardais trop d'argent à faible risque. Ok. Donc, au final, j'ai eu un coût d'opportunité qui a été assez significatif, hein, parce qu'en plus de 10 ans, en fait, j'ai gardé des dizaines de milliers d'euros dont j'avais pas besoin. En fait, j'avais surestimé mes besoins d'épargne D'accord. de court terme et en tout cas de faible volatilité. Donc, en fait, j'ai clairement perdu beaucoup d'argent à ne pas investir proprement. Ça t'a pas coûté beaucoup d'argent, mais c'est un coût d'opportunité, quoi. C'est ça, Ouais. hein, ça revient Oui, à ça ça. Le revient coût même. d'opportunité, c'est de l'argent qu'on n'a pas alors qu'on aurait pu l'avoir. Ok. Alors, j'avais pas suffisamment de connaissances pour prendre le niveau de risque adapté à ce que j'avais fait. Après, pour le coup, j'ai eu de la chance parce que j'ai décidé de m'endetter lourdement pour acheter des actions de mon entreprise. Et pour le coup, le pari a très bien marché. Donc ça, c'était quand même une prise de risque significative. C'était significatif, mais ça aurait été, c'était ce qu'on avait expliqué juste avant. Quand on avait dit quand tu es jeune, tu peux te permettre de prendre plus de risques. Et donc, par exemple, d'emprunter pour investir plus, c'est pas idiot si ta carrière est suffisamment stable. Et là, c'est ce que tu as fait etc. finalement. C'est ce que j'ai fait en fait. Ouais. Je ne Appliqué... connaissais pas la théorie, mais en fait, en Tu pratique, l'as fait je l'ai intuitivement, quoi. C'est ça. Mais par contre, j'aurais eu la théorie, j'aurais investi moins. Là, j'avais quasiment fait un all-in, tu vois. Ouais, donc t'as pris j'aurais trop de fait un risques. demi-all-in, tu vois. Ok. Donc Et même si ça s'est bien passé, Ouais. a posteriori, tu te dis, là, j'ai quand même pris un gros risque. C'est ça, et le truc qui est terrible dans l'investissement, c'est que tu peux pas juger de la qualité d'une stratégie par ses seuls résultats. Si tu peux avoir des gens qui vont avoir une stratégie hyper raisonnable, qui vont avoir des résultats merdiques parce que pas de chance, les marchés n'ont pas été favorables avec eux, et des gens qui peuvent avoir des stratégies complètement dégénérées, complètement débiles, hyper concentrés en risque, et puis ils vont juste avoir de la chance, et que le risque va pas se réaliser, ils vont juste se mettre plein les fouilles, alors qu'en fait ils ont fait quelque chose de franchement stupide. C'est un peu le biais du survivant. Exactement. Donc c'est pour ça, en fait, souvent quand on entend des investisseurs, on dit ouais, c'est des investisseurs de génie, etc. La plupart du temps, c'est juste des gens qui ont eu beaucoup de chance. Ok. Et en fait, à l'échelle d'une société ou de ta vie individuelle, tu n'as pas envie de compter que sur la chance. Ouais, les gens se basent sur le résultat sans comprendre en fait quelle stratégie a été mise en place derrière. Et peut-être qu'il n'y avait même pas de raison derrière, c'était juste une élimination. Ou... C'est ça. Ok. Parfois, c'était vraiment un pari, quoi. Il y a des gens qui ont joué au casino et qui ont gagné. Mais tu n'as pas envie de jouer au casino. Tu veux investir. Et donc, tu vas équilibrer ton risque et ton potentiel de gain. Ok. Et donc tu dis, donc, grâce à cet investissement-là qui était une prise de risque, tu as eu un gain significatif qui permettrait de ne plus travailler potentiellement. Qu'est-ce qui fait que tu aurais pu rester à la plage, acheter une maison secondaire et lire des livres, quoi. Et là, tu te relances dans un projet qui paraît quand même assez ambitieux, bousculer une industrie qui est quand même grosse, qui est quand même mature. Qu'est-ce qui fait... c'est quoi un peu ce déclencheur? Enfin, t'en as pas besoin finalement de créer cette boîte-là? Justement, comme j'en ai pas besoin, je peux me le permettre. C'est justement parce que j'ai plus besoin de travailler que je peux facilement me dire tiens, on va lancer ce projet un peu punk, on va essayer un peu de
en gros, de faire s'effondrer des pans entiers d'une industrie financière Ah ouais, qui carrément. est prédatrice. Ok. Et honnêtement, je pense qu'il y a en tant que société, on s'en tirerait mieux si, en fait, la plupart des membres de la société, ils avaient moins de soucis d'argent. Et si la plupart des gens, en fait, des citoyens, avaient moins de soucis d'argent, se préoccupaient moins de ces choses-là, avaient moins peur de l'avenir parce que ils sentent que ça va être compliqué, quoi. Donc déjà, si tu armes les gens d'une meilleure connaissance et de réflexes qui vont les aider à investir, et en fait à se projeter dans le temps long, à équilibrer leurs risques, leurs rewards, de réfléchir à comment est-ce qu'ils vont financer des projets importants pour eux, je pense que déjà on serait tous un peu plus sereins et les gens pourraient plus se projeter à créer de la valeur que juste à se poser la question de faire bouillir une marmite le lendemain, quoi. Ok, donc tu as un peu cette idée que ça améliorerait la société. Enfin, ce projet peut avoir un impact significatif sur le bien-être des gens. C'est ça. Et aussi plus de gains en capital, qui ne sont pas captés par l'industrie financière. Donc ça fait effectivement peut-être un peu moins de BMW dans les routes. Et des banquiers plus malheureux et plus pauvres. Mais bon, je m'en remettrai. Et par contre, derrière, c'est que ça va générer donc plus d'argent disponible à l'échelle de la société sur le temps long, parce qu'on aura justement fait capitaliser, on aura pris plus de risques là-dessus. Et incidemment, ça a aussi généré plus de taxes, parce que comme les gens ont plus de plus-value, ils vont payer plus d'impôts, et mieux vaut qu'ils payent des impôts qui vont financer nos services publics que de payer des frais auprès des assureurs et des banquiers. Ils pourront consommer des biens peut-être ou de l'alimentation de meilleure qualité, ils pourront avoir plus de sérénité aussi. Exactement. Après, là, moi, j'ai pas d'opinion sur la façon dont les gens doivent consommer. Quand je dis consommer, c'est au sens large. Faire un don à une association ou transmettre à des enfants, c'est consommer, du point de vue purement financier, entrée-sortie, quoi. Et j'ai pas d'avis sur comment les gens devraient consommer, mais clairement, je sais que s'ils ont plus de latitude pour faire ça, ils pourront probablement prendre de meilleures décisions, en tout cas des décisions moins contraintes. Et je suis plutôt optimiste sur le fait que les gens prennent en général des bonnes décisions. Ok, super intéressant. Il y a un sujet qui me parle particulièrement et j'aimerais l'aborder avec toi, c'est le rapport à l'argent. En fait, c'est un sujet qui est très psychologique et qui est assez important dans notre rapport et notre perception du monde. Donc, j'aimerais bien savoir, toi, comment tu définirais, je ne sais pas si tu as déjà réfléchi, mais quel est ton rapport à l'argent? Quelle est l'importance que tu accordes à l'argent dans la vie en général? Peut-être avant ce gain ou après? Est-ce que ça a changé? Voilà, c'est quoi ce rapport? Ouais, c'est toujours compliqué. On a tous un rapport à l'argent plus ou moins dysfonctionnel. Après, moi, j'ai la chance d'être quelqu'un qui a... en fait, j'ai toujours déconnecté en fait, mes revenus de ma consommation. C'est-à-dire que pour moi, en gros, les trucs qui font les plus plaisir dans la vie ne sont pas nécessairement les trucs les plus chers. Et avoir beaucoup d'argent n'a jamais été un symbole de statut. Pour moi, je veux dire, j'ai jamais jugé quelqu'un plus favorablement parce qu'il avait plus d'argent ou moins d'argent que moi. Mais clairement, quand tu commences à avoir un capital important, en fait, ça devient un peu une abstraction. Déjà, c'est pas un peu bizarre et tu t'aperçois assez vite que en fait, tu te mets à raisonner de façon qui n'a plus de sens, quoi. Donc, c'est dur de revenir sur le réel dès que tu as beaucoup d'argent. Et ça, tu le combats comment aujourd'hui? En fait, en changeant pas mon style de vie. Et après, en me disant justement, c'est cool, j'ai de l'argent pour financer des projets qui peuvent être un peu sympas. Donc, tu n'as quasiment rien changé à ton style de vie ou ta consommation entre avant et après? Si, parce qu'on s'est fait, avec ma fille, on s'est fait un beau voyage de 3 mois et demi en Asie l'an dernier. Oui, c'est quand même un luxe. Ouais, c'est un luxe, clairement. Mais si tu veux, c'est quelque chose que j'aurais pu me payer rien que par mes revenus salariaux d'avant. Donc, j'ai pas augmenté radicalement mon niveau de vie. Après, je m'aperçois quand même avec le temps, je m'emmerde moins. Il y a certains trucs où je vais juste payer au lieu de faire moi-même certaines choses. Mais c'est difficile à dire. Si tu veux, par exemple, le rapport à l'argent, il varie beaucoup, par exemple, en fonction de par qui tu as été éduqué, comment tu étais, quelle était ta famille, si tu viens d'un milieu modeste ou pas. Par exemple, mon père, il venait d'un milieu beaucoup plus modeste. Et il a galéré niveau argent. Et donc, il a encore maintenant, il a des réflexes où il ne va pas dépenser pour des petites choses. Tu vois, il va se poser des questions avant d'acheter un magazine. Okay. Alors qu'il était médecin, si tu veux. Donc, il a largement de quoi se payer un magazine. C'est juste, il a encore ce blocage-là en lui. Je pense que tu es marqué par ça, quoi. Et moi, ça a une influence sur toi aussi, tu penses? Ouais, moi, j'ai jamais manqué, si tu veux. Contrairement à lui, j'ai jamais manqué. Mais effectivement, j'ai eu un peu de manière latente ce feeling que l'argent, c'est pas quelque chose que tu claques sans raison. Faut faire attention. Voilà, faut faire attention, faut être raisonnable. Tu peux dépenser, mais faut pas se mettre... Tu n'as jamais fait des immenses folies qui étaient décorrélées de tes revenus
Non, mais c'était des investissements en fait. Ouais, ok. Donc tu considérais que c'était une expérience de gain positive. Ouais. La limite, la plus grosse folie, en fait, c'est le fait de créer une boîte et de la financer. Et j'aimerais bien revenir un peu à Kaias et comprendre un peu la vision, les valeurs derrière la marque. Kaias va pas toucher de commission sur les produits financiers, sachant que quasiment toute l'industrie se rémunère de cette manière-là. Enfin, pourquoi, comment c'est possible en fait? Comment ça peut marcher? Parce que nous, en fait, on va vendre de l'abonnement à des outils et de l'accès à la connaissance. Donc, en fait, nous, vraiment, on vend ça. On vend pas des produits financiers. Donc, on est déjà, en fait, une industrie un peu différente. On est plutôt dans de l'éducation et de l'outillage. Donc, on vend un peu du matos pour les investisseurs, mais sans vendre des investissements. Donc, tu vends un peu les pelles ouais, c'est ça. On vend les pelles pour les gens et on leur vend pas la concession sur la mine d'or, quoi. Ok. Tu leur vends pas les produits, tu leur vends vraiment que les outils et le savoir finalement. Exactement. Alors après, effectivement, dans quelle mesure ça va être facile de faire ça? C'est difficile parce qu'on va on affronte en fait un marché, on va se substituer à tout un tas de circuits de distribution où les frais sont cachés d'une certaine manière. Enfin, tu peux les connaître si tu creuses, mais tu n'as pas l'impression, en tant qu'investisseur particulier, tu ne sors pas directement d'argent de ta poche pour payer tes... Tu ne payes pas directement, mais sur les documents, c'est quand même maintenant assez clairement indiqué quels sont les frais qui peuvent être perçus par... Mais tu le ressens moins que si tu le sors vraiment de ta poche. Après, au final, si tu regardes à un horizon de 10 ans, ça va te coûter infiniment plus cher de payer ces frais-là. Tu te fais saigner un peu en continu. Alors que payer un abonnement, tu payes l'abonnement pour de la connaissance et des outils, tu vas directement sortir. Après, l'un dans l'autre, en vrai, tu vas, avec plus de connaissances, tu vas prendre des investissements qui vont avoir tendance à te coûter beaucoup, beaucoup, beaucoup moins cher en frais. Donc, tu vas généralement gagner beaucoup, beaucoup, beaucoup d'argent à accepter de payer pour la connaissance et les outils qui te permettent de la mettre en œuvre. Ok. Donc, on sera beaucoup moins cher au final pour les investisseurs. Ok, ce sera plus intéressant pour eux. Je pense. C'est quoi la différence un peu d'ordre de grandeur si tu dois faire une comparaison un peu d'un profil typique? Si tu regardes de l'ordre, tu prends quelqu'un qui va investir 10 000 euros avec, dans une assurance vie, avec des fonds un peu chargés en frais, et qui va se retrouver à payer 2% de frais par an, ça lui fait 200 euros de coût. Donc c'est quelqu'un avec un relativement petit capital, 10 000 euros. Ouais, c'est moins que le patrimoine médian en France, c'est autour de 150 000. Ouais, mais 150 000 en incluant l'immobilier. Okay. Donc c'est pas le patrimoine financier est beaucoup plus faible. Okay. Mais aussi, il est plus faible parce qu'il est, il est mal investi. Et donc en fait, nous, ça coûtera plutôt de l'ordre de 100 euros. Et puis surtout, il grossit dans le temps. C'est-à-dire qu'au début, tu mets quand tu investis 10 000 euros, en fait, à la fin de ta carrière ou à l'aube de la retraite, tu as un... Et la différence, c'est que nous, si tu veux, ton abonnement, tu vas toujours le payer 100 euros par mois, jusqu'à la fin des temps. Alors que plus ton capital grossit, plus tes frais augmentent parce que tes frais sont un pourcentage proportionnel de tout ce que tu possèdes. Ok. Ça marche. Et on a commencé à en parler avec ce que tu viens de dire, mais est-ce qu'il y a d'autres choses qui différencient Kaias des autres acteurs sur le marché? Oui, vu qu'on est sur un autre marché, on est vraiment dans de l'éducation pure et des outils. Et surtout, ça, il n'y a pas d'acteurs aujourd'hui qui font de la pédagogie pure et qui vendent de la pédagogie? Tu as des acteurs qui vendent de la pédagogie? Non. Après, tu as des auteurs qui font de la pédagogie de bonne qualité, d'ailleurs. Mais le problème, c'est qu'ils vont se rémunérer via des commissions ou de l'affiliation. Donc, en fait, ils vont promouvoir indirectement des produits et ils vont avoir un intérêt financier à promouvoir d'autres produits. Donc en fait, ils ont parfois un intérêt à te pousser un produit plutôt qu'un autre. Là où Kaias serait beaucoup plus aligné parce que il n'a pas intérêt à te pousser. C'est ça. Disons qu'en fait, nous, on ne veut pas que les gens aient besoin de faire confiance à notre probité. Tout simplement parce qu'en fait, on ne touchera jamais un centime sur ces produits-là. Ok. Donc, c'est noté. On sait que l'alignement, il vient de là. Il n'y aura pas ce doute-là. Je ne dis pas par là que tous les gens qui conseillent des produits sont des sales vendus qui vendent tout et n'importe quoi parce qu'il faut de l'argent. Essayent quand même de maximiser l'utilité et essayent de bien conseiller leurs clients. Enfin, tout n'est pas acheté, quoi. Mais clairement, il y a toujours un peu ce doute. Il y a cette tentation latente. Et je ne veux pas que les gens se posent la question de... Est-ce que vraiment le conseil qu'ils nous donnent, c'est ils le font parce qu'ils en sont convaincus ou parce qu'en fait, on leur file de la thune? C'est une posture qui est très radicale, comparé. Ok. Oui, je suis un peu un ayatollah de ce genre de truc. Ça marche. Et où est-ce que tu vois Kaias dans 5 ans? C'est quoi ta vision à moyen et long terme
pour l'impact sur la société en général? Alors à moyen terme, je pense qu'on peut réussir à toucher quand même plusieurs centaines de milliers de personnes à l'échelle de la France. Donc ça veut dire derrière une boîte qui va avoir plusieurs dizaines de collaborateurs pour faire un peu tout cet aspect d'outils qui vont gérer des situations de plus en plus complexes. Parce que plus on a d'utilisateurs, plus on va avoir des cas à gérer complexes, des problématiques de transmission, de succession, des gens qui vont avoir un patrimoine professionnel un peu compliqué. Même si au début, on va surtout s'adresser aux salariés, monsieur et madame tout le monde, qui a des revenus, une structure de patrimoine simple. Mais il va falloir essayer de gérer de plus en plus de gens, de servir une proportion croissante de gens. Donc ça veut dire que ça va être une société qui va grossir. Mais à terme, une des choses qui me ferait plaisir, c'est qu'on soit quasiment un outil qui est utilisé dans l'éducation et que tous les lycéens de France ils aient une formation financière de base. Je pense que c'est un manque significatif aujourd'hui. On n'apprend pas en fait aux gens à gérer leurs finances personnelles, que ce soit au lycée ou dans l'études supérieures. C'est des sujets dont on parle juste pas en fait. Non, assez peu. C'est souvent quand on lit beaucoup de bouquins de finances personnelles comme ça, tu t'aperçois que les financiers eux-mêmes ont souvent des professionnels de la finance ont peu de connaissances en investissement. J'en ai parlé, c'était avec un gérant de fonds, donc un investisseur d'un fonds de venture capital. Il avait extrêmement peu de connaissances. Il admettait lui-même, que c'était un sujet qu'il maîtrisait pas du tout. Ouais, c'est des gens qui sont dans le milieu de la finance, qui sont habitués à valoriser des entreprises pour prendre des décisions d'investissement. Ils n'ont pas. C'est un peu les cordonniers les plus mal chaussés, quoi. Ouais, sauf qu'il n'y a pas que les cordonniers qui sont mal chaussés là. C'est la population entière qui avance avec des sandales à trous, quoi. Donc là, vraiment, il y a. Toi, ce à quoi tu aspires, c'est qu'il y a vraiment un impact potentiel qui est énorme sur quasiment tout le monde, parce que si même les financiers ont un potentiel d'amélioration, un potentiel de progression aussi significatif, c'est vraiment que tout le monde peut être touché, quoi. C'est ça. Et surtout, en fait, c'est que il y a des gains incrémentaux. Il n'y a pas besoin de devenir hyper pointu en finance pour faire les choses un peu mieux que ce qu'on fait actuellement. Et là, en fait, là-dedans, pour moi, il y a vraiment de manière latente, il y a quand même des possibilités d'amélioration, de meilleure répartition en fait, des fruits du capital à l'échelle de la société, que tout le monde en profite un peu plus. Et c'est dommage, en fait, de passer à côté de ça. Donc, ouais, je pense qu'il peut y avoir un impact sociétal assez intéressant. Super. Écoute, le futur nous dira à quel point ça va se réaliser. Et en tout cas, on souhaite le meilleur. Du coup, j'ai préparé un petit jeu qui s'appelle Choisis ton camp. L'idée, c'est que je vais te proposer 2 éléments. Il faudra choisir entre les deux. Et donc, j'aime bien le concept. Voilà. Alors, le premier, c'est fonds gérés activement ou ETF. Bon, je vais faire une réponse de Normand, pas de balle. Un peu les deux. Alors, si on regarde, c'est pour des fonds gérés activement du style répliquer, prendre une position sur les actions, dire je vais sélectionner un certain nombre d'actions et essayer de faire mieux que l'indice. Ça, non, je suis ETF dans ce cas-là. Je suis vraiment fonds passif. Dès qu'il s'agit de répliquer une classe d'actifs, le plus simple, c'est vraiment d'y aller complètement passif. Après, dire qu'on est complètement actif ou complètement passif, en fait, c'est un peu illusoire. Parce que dès que tu fais une décision d'allocation, est-ce que je décide d'avoir plus d'actions, plus d'obligations, d'introduire d'autres classes d'actifs dans ton patrimoine? En fait, tu fais des décisions actives. D'accord. Même quand tu vas prendre des décisions, ce qu'on appelle le rééquilibrage. Imagine, tu avais moitié d'actions, moitié d'obligations. Imaginons les actions montent beaucoup et elles se mettent à représenter 60% de ton portefeuille et 40% d'obligations. Là, ça veut dire que si tu rééquilibres pas, tu vas avoir plus de risques. Ta stratégie a changé. Plus d'actions. Ta stratégie a changé. Donc, à un moment, il va falloir décider de rééquilibrer les deux. Donc, il va falloir un moment que tu prennes la décision de dire aujourd'hui, je vais vendre un bout d'action pour acheter des obligations. Donc, ça, c'est un peu de. C'est une décision active aussi. D'accord. Donc, tu as. Le monde n'est pas aussi simple que dire tout est passif, tout est actif. On va toujours devoir prendre un peu de décision active, c'est-à-dire prendre quelque chose qui va te faire un peu changer de la moyenne du marché pour des raisons qui peuvent être complètement rationnelles et qui vont être positives, et en tout cas étayées par la théorie. Mais après, s'il s'agit juste tu me dis, prends le fonds ARK là, de Cathy Wood qui essaie de sélectionner des trucs de la tech parce qu'il espère que ça croît mieux. Non, vraiment, tu perds de l'argent à faire ça. Enfin, en tout cas, tu gagnes moins d'argent que si tu suivais bêtement le marché. Très clair. C'est Warren Buffett qui disait ça, c'était tu as la smart money, là tu as la dumb money. Le jour où la dumb money devient plus maligne que la smart money, c'est quand elle accepte qu'elle est de la dumb money qu'elle arrête d'essayer de jouer à la smart money. Et donc de faire juste du passif. Ok. La question suivante, c'est banquier en costume cravate ou geek qui gère ses finances tout seul? Je préfère les geeks. Déjà, de base, je viens du domaine de la tech.
Et puis aussi, je crois que c'est triste à dire, mais je ne pense pas que porter un costume cravate fasse augmenter ton QI par rapport à être habillé en hoodie. Ok, Donc, très clair. plutôt le geek. Ça marche. Risque ou sécurité? Les deux sont indissociables en fait. Le risque et la sécurité, c'est pas un choix mutuellement exclusif. En fait, c'est définir où est-ce que tu places ton niveau de risque. Sachant qu'en fait, il n'y a pas de choses qui ne soient pas risquées. Si tu dis, OK, je vais tout garder sur mon compte en banque, je ne parle pas des risques catastrophiques, genre l'économie s'effondre et une bombe atomique tombe sur le serveur de ta banque. Tu vois, non, je parle juste de, tout simplement, si tu laisses ton argent dans ton bas de laine, tu vas être rongé par l'inflation. Sur le long terme, tu vas perdre de l'argent. Tu peux expliquer ça? Parce que ce n'est pas forcément évident pour tout le monde. Tous les ans, les prix augmentent. Ça, tout le monde l'a constaté. Surtout, on l'a bien vu. Là, en 2022-2023, en France, on s'est pris de l'ordre de 10% d'inflation. Donc, ça veut dire que très concrètement, ton pouvoir d'achat, il a baissé de 10%. Et ce qui t'intéresse, ce n'est pas l'argent. Si l'argent, c'est un nombre. L'argent n'a pas d'intérêt en lui. C'est ce que tu peux faire avec. Et l'inflation, c'est juste qu'une certaine quantité d'argent, elle permet d'acheter moins de trucs. Plus le temps passe. Et parfois, la chute peut être assez raide. Comme on a vu il y a ces 2 dernières années. Et encore, en France, on a été plutôt épargné. Il y a des pays émergents qui ont pris 50% dans la tête. Et donc, ça veut dire que si tu ne fais rien, en fait, tu te fais grignoter ton patrimoine. Tu prends un risque. En fait, tu prends un risque qui est un risque différent du risque d'investir sur d'autres marchés financiers, tels que les actions ou les obligations. Mais tu as des risques, quoi que tu fasses. En fait, la seule chose que tu peux faire, c'est étaler et répartir différemment ton risque, mais tu auras toujours du risque. Ok, et toi, tu te situes où sur cette échelle de risque? Je sais qu'il y a une échelle qui permet de modéliser le risque de 1 à 5, voire même de 0 à 5. Ouais. Toi, tu te situes où sur cette échelle? Alors moi, je suis plutôt un investisseur agressif de tempérament, donc je vais être plutôt à 2. Et 2, c'est 2, ça veut dire qu'à la fois, je vais à la louche, là, actuellement, j'ai un portefeuille qui va être vers les 70% d'actions. D'accord. Il n'est pas constitué comme ça, mais pour donner une idée du niveau de risque. En ça, donc 2 sur 5, sachant que 0, c'est le plus risqué et 5, c'est le moins risqué. C'est ça? Okay. C'est ça. 5, c'est quelqu'un qui va vraiment garder que du cash. Okay. Et qui, en fait, s'expose à un risque d'inflation et sur le long terme, s'en tirera beaucoup plus mal que quelqu'un qui aura eu un risque compris entre 2 et 4. Ok, donc toi, un peu la recommandation grosse maille, c'est entre 2 et 4, ça semble être pertinent? Ouais, je dirais 3, c'est raisonnable pour la plupart des gens. Okay. En tout cas, je pense qu'en cherchant à comprendre comment ça marche, comment évaluer le risque, tu peux tendre vers ça. Et en fait, l'aversion risque, c'est pas un truc, on dit, c'est genre, c'est un truc inéluctable. Tu vois, t'es né avec une certaine aversion au risque. C'est un peu comme si c'était un peu du prédétermination. Tu vois. Non, en fait, par l'éducation, en fait, tu vas changer tes comportements, pouvoir avoir une approche plus rationnelle, savoir aussi qu'il faut modérer ses pulsions, il faut essayer de ne pas être trop avide et donc pas prendre trop de risques tout en n'étant pas trop timoré et donc de tendre vers une position intermédiaire vers le risque qui est en vrai plus risqué, plus agressif que celle de la plupart des Français. Parce qu'aujourd'hui, la plupart des Français, tu penses qu'ils se situent à peu près où sur cette échelle? Je pense qu'ils sont plutôt en pratique, ils investissent plutôt comme s'ils étaient aux alentours de 4, voire plus. Ok. Ouais. Mais aussi beaucoup parce qu'ils ne se sont pas vraiment posé la question. Je l'ai vu avec plusieurs personnes, par exemple avec mes parents, en revoyant avec eux, il s'avère qu'ils sont plutôt vers du 3, alors qu'ils pensaient être plus averses au risque. Mais en fait, c'est une fois qu'ils comprennent, tu as tendance à converger vers entre 2 et 3. Quoi. Ok, super clair. Simplicité ou sophistication? Tu me te poses que des questions, je donne des réponses de Normand, en fait. C'est clair, pour l'instant, il n'y a pas eu trop de choisis ton camp, là, pour l'instant. C'est ça. Alors, je suis pour la simplicité, tant qu'elle ne vire pas dans le simpliste. Tu vas chercher à faire la chose la plus simple que tu puisses, mais qui soit efficace. Donc, ça veut dire qu'au final, je me retrouve à faire des choses assez sophistiquées. Ok, mais j'essaie de faire des choses sophistiquées où j'essaie d'enlever un maximum le gras des trucs inutiles. D'accord. Mais c'est dur parce que je suis ingénieur, donc j'aime bien bitouiller et assembler des petits trucs. Donc t'es un peu tiraillé, t'as envie de simplicité, mais t'es quand même un peu tiraillé. Ouais, et puis en plus, la simplicité, c'est que l'attrait pour la simplicité, la sophistication, ça dépend. Moi, ça fait que 2 ans que je suis vraiment à beaucoup geeker ces problématiques de finance. Donc, en fait, je découvre sans arrêt plein de nouveaux concepts, de nouvelles théories, des nouveaux papiers de recherche. Et je me dis, tiens, j'ai envie de jouer un peu avec ça. Comment est-ce que je peux ajuster à la marge mon approche pour tenir compte de ces nouvelles connaissances? C'est quoi déjà le terme quand on se rend compte qu'on a toujours un parcours encore qui reste d'apprentissage qui est énorme? Ah ouais, la courbe de Dunning-Kruger là. Ok. Ouais, c'est ça. Ouais. Tu peux expliquer exactement ce concept? En fait, souvent, l'idée, c'est dire, c'est quand tu commences à avoir de la connaissance, tu as l'impression que c'est simple de progresser hyper vite.
Et puis au moment où tu te crois le roi du monde, tu crois que tu es malin. Et puis après, tu commences à découvrir les vrais problèmes. Et là, boum, tu retombes dans le trou, la vallée, tu te sens dans la vallée de la terreur où tu comprends absolument plus rien. Et tu aperçois que le monde est extrêmement compliqué. Et puis là, après, tu reviens vers l'humilité où tu commences à remonter doucement la pente et avoir en fait une perception de tes compétences plus en ligne avec la réalité. D'être plus humble, quoi. Tu es plus humble, voilà. Et en finance, ça, je le vois, hein, c'est tous les gros investisseurs et les grands investisseurs, ceux qui sont connus, et aussi beaucoup les scientifiques qui ont travaillé là-dessus, ils sont vachement humbles. Ils savent que dès qu'on parle d'argent, de finance, d'investissement, on est dans un monde ultra aléatoire. On peut avoir des petites heuristiques, des aides, des modèles qui nous aident à prendre des décisions raisonnables, mais au final, on sait qu'on reste le jouet du hasard. Tu vois. Donc, il faut être assez stoïcien dans l'approche de l'investissement. Il y a des choses que tu ne contrôles pas. Et il y a des choses que tu peux contrôler et il faut essayer de trouver celles que tu peux contrôler qui ont du sens qui a du chance à chercher à contrôler. Ok. Banquier ou conseiller financier? Ah, ça dépend pourquoi. Si j'ai envie d'un emprunt... Encore une réponse de Normand. Bah ouais, si tu veux, hein, je suis vrai au départ. Et ton banquier, il va avoir d'une utilité pour faire du crédit. Pour le crédit immobilier, donc, qui est la forme de levier la plus accessible à l'ensemble de la population, c'est le partenaire logique. Le conseiller financier, pour des gens qui vont avoir des problématiques complexes, c'est pas déconnant d'avoir un conseiller financier dont tu peux vérifier les compétences et qui est objectif. C'est très bien parce que parfois, il y a des décisions qui sont complexes à prendre, qui demandent beaucoup de connaissances et aussi ça aide à lutter contre ces biais cognitifs. C'est dur parfois de prendre des décisions sans en parler à d'autres personnes. Donc, un conseiller, il est pertinent quand tu as des problématiques assez complexes à adresser, un patrimoine assez significatif. Ou que tu n'as pas fait l'effort d'apprendre. Mais très objectivement, je pense que pour la majorité des Français, tu n'as pas besoin d'avoir un conseiller financier. C'est quoi la limite selon toi? C'est des niveaux de plus de complexité que de montant de patrimoine. Par exemple, si tu as... Si tu as une entreprise à toi, si tu as une succession compliquée, que tu as des enfants de plusieurs couples, que tu as... bref, tu as plein de trucs comme ça qui font que ta vie, elle a plein de choses un peu complexes. Ça, c'est que des cas où ça devient vraiment intéressant. Ouais, ça devient beaucoup plus intéressant de passer par des pros. Alors, c'est pas forcément un conseiller financier, hein, ça peut être une combo, un notaire, un comptable, un avocat fiscaliste. C'est de faire t'entourer des personnes pour t'aider. Ouais, ça me paraît évident. Mais ça t'exonère pas, en fait, de... Avant de passer par un conseiller financier, tu as intérêt à comprendre un peu la finance pour être capable d'évaluer s'il te donne des conseils qui ont du sens ou pas. Ouais, dans tous les cas, il faut avoir un minimum de grains à moudre, un minimum de connaissances pour savoir de quoi on parle. C'est ça. Et avoir du répondant. Ouais, je crois beaucoup dans l'autonomie individuelle, dans le sens où tu ne cherches pas à être un expert. Il faut avoir confiance en des experts, mais il faut être suffisamment pointu sur un sujet pour savoir si on te raconte la messe ou si on te donne vraiment un bon conseil. Ok. Allocation fixe ou allocation variable? Là, pour une fois, je vais pouvoir te dire en réponse tranchée, allocation variable. Ok, Alors, presque tranchée. Oui, variable. En fait, c'est quand tu regardes en finance, pour choisir quelle allocation tu prends, tu es obligé de faire des hypothèses. Tes hypothèses, c'est tel actif, combien je pense qu'il va pouvoir rapporter sur le long terme, c'est-à-dire estimer son espérance de rendement. Par exemple, j'estime que les actions vont rapporter, mettons, 6% par an sur la prochaine décennie. Okay. Et tu vas devoir faire des estimations sur à quel point c'est volatile. Est-ce que les actions, elles vont avoir tendance à avoir une volatilité similaire à celle qu'elles ont eue dans le passé, donc mettons entre 15 et 20% annualisés de gigotage, ou est-ce que ça va être pire ou moindre? Donc tu es obligé de faire des hypothèses. Et quand tu fais des hypothèses, tu t'aperçois en fait en regardant les différents modèles qui te permettent de mesurer, en fait, de prendre ces hypothèses-là de manière un peu raisonnée, des modèles qui ont montré par le passé qu'ils n'étaient pas complètement à côté de la plaque, tu t'aperçois en fait que ces hypothèses, elles vont varier dans le temps. Typiquement, un truc classique, c'est quand la bourse a beaucoup monté, pendant une décennie, la décennie d'après a tendance à être beaucoup moins bon. Ce n'est pas une vérité absolue. En moyenne. Mais en général, si tu fais un peu des statistiques, que tu fais des régressions, par exemple, des 10 années qui suivent, des 10 années qui viennent de s'écouler, tu as quand même une valeur statistique assez forte dans ce modèle de se dire que la bourse a tendance, quand ça a beaucoup performé, ça a tendance à beaucoup moins bien performer la décennie d'après. C'est des modèles qui ont été appliqués, qui ont été vérifiés déjà sur le passé finalement? Oui, ils ont été vérifiés sur le passé, donc ce qui ne veut pas dire qu'ils seront nécessairement valides dans le futur, mais ils ont marché sur plein de périodes historiques, ils ont marché dans plein de pays différents, sur plein de marchés différents aussi, de sous-parties des marchés actions. Donc,
Tu vois, c'est ça quand je disais qu'il y a des croyances en finance, c'est que là, j'ai un faisceau de présomption suffisamment fort pour me dire, OK, ce modèle-là a suffisamment de valeur pour que j'en tienne compte dans mes estimations. Et après, tu peux prendre plein de modèles différents. Tu as un modèle qui est assez classique, c'est le Shiller Cap, qui mesure les valorisations des entreprises, c'est-à-dire le prix des entreprises par rapport aux bénéfices qu'elles ont générés il y a les dernières années écoulées, pour essayer d'estimer dans le futur. C'est-à-dire, est-ce que tu payes cher les bénéfices des actions? Est-ce que le prix des actions est très élevé par rapport aux bénéfices des actions? Donc là, valorisation élevée. Le prix qu'on va chercher à comprendre, c'est le ratio entre le prix de l'entreprise et ses bénéfices sur les dernières années. Ouais. Et en fonction de ça, on voit si l'entreprise elle est plutôt chère ou pas chère. Ouais, sauf que ça, tu ne l'appliques pas à l'échelle d'une entreprise individuelle. Parce qu'une entreprise, tu veux, elle peut avoir de très bonnes raisons, elle peut avoir des perspectives de croissance extrêmement élevées qui font qu'elle peut avoir des prix très élevés qui grossissent très vite, mais parce qu'il y a de fortes chances que ses bénéfices grossissent aussi très vite. Mais si tu fais ça à l'échelle de toute la bourse, de toutes les entreprises cotées, au moins dans les pays développés ou aux États-Unis, voilà, tu peux commencer à avoir un peu une idée sur quelle va être la tendance sur les 10 années. Et donc ça, c'est un indicateur que tu suis et qui influence potentiellement ton allocation, donc là où tu investis ton argent. Tout bêtement, en fait, tu vas regarder, si je dois choisir, mais imaginons il y a juste le cash et les actions sur Terre. Okay, et le cash, c'est, on va dire, le livret A. D'accord. Donc le livret A, je peux avoir une estimation que c'est que ça va, en gros, sur le temps long, ça va rapporter un poil plus que l'inflation. D'accord. C'est pas fou, mais ça à peu près ça te protège. Voilà, protège contre l'inflation. Ça te protège à peu près. Et les actions, elles, pour le coup, donc, elles vont me rapporter entre 3 et 6% au-dessus de l'inflation en général. Tu vois. Ok, donc 3 et 6% au-dessus de l'inflation, d'accord. Au-dessus de l'inflation, donc ça veut dire du 5 à 9%. Parfois, tu peux avoir des très bonnes périodes, comme les dernières années, où on est plutôt tourné à plutôt 10% au-dessus de l'inflation. Ouais, sur les 10 dernières années, c'est ça, on est autour de 10-12% selon les indices. Ouais, voilà, faut pas oublier aussi qu'en 2009, la bourse a été divisée par deux. Oui, c'est clair. En 2008, pardon. Ah ouais, c'est facile de prendre juste après ça. Ouais, voilà, c'est clair. Quand ça a bien chuté, c'est plus facile d'avoir des belles performances. Ce qui est d'ailleurs encore ce que je disais, c'est quand ça a bien marché un moment, généralement ça a tendance à moins bien marcher la décennie d'après et réciproquement. Bien sûr, ok. Donc voilà, imaginons que j'ai ces deux actifs, soit j'ai du cash, soit j'ai des actions. Si j'estime que les actions vont rapporter beaucoup plus que le cash, j'ai envie d'avoir plus d'actions et moins de cash. Très clair. Et inversement. Et tu n'es pas obligé de prendre une décision absolue. Tu n'es pas obligé de te dire soit je suis 100% action, soit je suis 100% cash. C'est pas blanc ou noir, c'est juste un petit curseur qui varie. Et justement, c'est cette adéquation, cet équilibre entre le risque et le rendement que tu fais en fonction de tes hypothèses et de ton aversion au risque qui va dire « Ah bah tiens, compte tenu de mes hypothèses, au mieux que j'ai 50, 60%, 30% d'actions en fonction de ce que je pense que va être le futur. » Donc, Qu'est-ce que ça veut dire? C'est comme tes estimations, elles varient dans le temps, et ça veut dire que ton allocation, elle va varier dans le temps. Et en plus de ça dépend aussi de facteurs comme ton aversion au risque, de ton âge, de ta situation et tes projets, on en parlait tout à l'heure. Voilà, typiquement, si tu es jeune et que tu vas avoir tous tes revenus encore, toute ton épargne, elle est encore dans le futur, tu peux te permettre de prendre beaucoup plus de risques parce qu'en fait, si tu imagines de modéliser l'argent que tu vas gagner, donc ce qu'on appelle ton capital humain, sous forme d'une somme, en fait, tu t'aperçois que quand tu es jeune, tu es déjà potentiellement, quand tu es le français médian, tu n'es pas loin d'être millionnaire quand tu es jeune. C'est tout l'argent que tu vas gagner dans le futur. C'est quand même. Ça, on n'en a pas conscience finalement. On n'en a pas conscience, mais c'est un modèle qui en fait est complètement ancré dans les logiques financières, ce qu'on appelle le life cycle investing, et qui fait que justement, dans le marché financier, on te conseille de diminuer ta proportion d'actions avec le temps. C'est ça en fait, c'est juste que c'est pas exprimé, c'est pas intériorisé, mais quand tu commences à réaliser ce genre de petits trucs, ces modèles, ça te donne une heuristique, te dire ouais, en fait, c'est pas débile quand on dit les jeunes ils sont débiles, ils investissent en crypto, les trucs comme ça. C'est pas complètement débile. En tout cas, c'est rationnel, c'est complètement rationnel de prendre un niveau de risque supérieur quand on est jeune, parce qu'en fait, une grosse partie de son capital, elle est encore latente. C'est l'argent qu'on va gagner pendant les 40 ans à venir, à aller gratter au taf. C'est ça. Et à l'inverse, quand son horizon d'investissement se réduit, on doit aller commencer à minimiser ce risque progressivement. Exactement. Donc tout ça, en fait, ça fait qu'on va avoir une allocation variable. Tu rajoutes en plus d'autres facteurs, tout simplement, si tu vas avoir des projets à un moment. Si tu te dis, OK, dans 3 ans, j'ai envie de faire le tour du monde, donc ça veut dire qu'il faut que je finance une année sans bosser, que je finance et tu vas devoir agir en conséquence et donc changer ton allocation. Prendre par exemple moins de risques, te mettre à épargner plus. Super intéressant. Le jeu, c'était choisi ton camp, mais à chaque fois, on creuse finalement. Mais en réalité, je pense que c'est là où on récupère aussi le sel et des informations qui sont vraiment importantes parce que la réalité, c'est que dans l'investissement, tout n'est pas blanc ou noir. On peut pas. Du coup, c'est d'où les réponses de Normand, j'imagine. Mais extrêmement intéressant. C'est un peu ça, quoi. Dans la vie, toutes les grandes questions, une réponse simple, élégante et fausse. Donc, en fait, tu te retrouves toujours sur un truc qui a un peu d'utilité. C'est souvent quelque chose d'assez nuancé.
Ok. IBKR ou Trade Republic. Donc pour les personnes qui écoutent, il s'agit de brokers, de sites sur lesquels on peut faire ses investissements. Et donc IBKR qui est un Américain et Trade Republic qui est un Allemand, il me semble. Ouais, alors moi je suis très Interactive Brokers parce que déjà c'est le plus gros courtier du monde, donc c'est clairement probablement le plus robuste, celui qui a le moins de chances de te péter la figure. D'accord. C'est pas cher, c'est transparent le pricing. Qu'est-ce que c'est dégueulasse par contre pour l'utiliser, il faut s'accrocher quoi. C'est complètement l'inverse de Trade Republic qui au contraire est très funky. C'est pas pour les néophytes Interactive Broker. Bah, disons qu'il y a une petite marge à l'apprentissage, ouais. Mais par contre après pour les investisseurs sophistiqués, c'est merveilleux. Par exemple là quand je parlais de lever de la dette sur les marchés financiers, bah, je peux faire ça avec des produits dérivés très facilement chez Interactive Brokers. Ça faudra que tu en reparles parce que c'est un sujet qui est assez dingue. Ouais. C'est qu'au lieu de passer par les banques, tu passes par les marchés financiers pour emprunter. C'est ça, en fait, à partir d'un certain niveau de capital, tu peux devenir ta propre banque. Ouais. Mais c'est à manier avec précaution, il faut avoir une gestion du risque très raisonnable et prendre les risques qu'on peut se permettre et mesurer ce qui va se passer dans les pires situations de marché et encore avoir de la réserve derrière. Et Trade Republic, c'est un acteur qu'on voit de plus en plus, qui sont très présents médiatiquement, qui apprennent aussi aux personnes à investir. C'est quoi ton opinion sur eux ? Le problème, c'est qu'ils sont, là encore, leurs revenus sont directement proportionnels au fait que les gens ils vont acheter et vendre des trucs sur leur plateforme. Donc, c'est louable de vouloir faire de l'éducation, mais eux encore, ils ont un intérêt à ce que tu achètes et que tu vendes fréquemment des actifs, ce qui est souvent pas la bonne stratégie pour la plupart des investisseurs. Et ils vendent des frais quand même extrêmement bas, de la rémunération du compte courant, ce qui sont des choses qui sont sexy sur le papier quand même. Ouais, la rémunération du compte courant, tu peux acheter un ETF monétaire et puis ta rémunération du compte courant. En soi, ça n'a rien de transcendant. Oui, mais la réalité pour le commun des investisseurs, c'est qu'ils ne font pas cet effort-là. Ils le laissent souvent sur un compte courant non rémunéré plutôt qu'un fonds monétaire. Ah, bien sûr. Mais ça, c'est la faute des investisseurs. C'est pas la... Oui, c'est une bonne étape. C'est quand même quelque chose de... Je suis d'accord. Non, il y a clairement une tendance à la démocratisation de l'investissement. Ça, je suis complètement pour. Je pense que ça améliore l'utilité. Ça, c'est un concept, on va en parler aussi. Ouais. Mais ça améliore en tout cas les possibilités de bien-être à l'échelle de la société, de justement démocratiser l'investissement. Après, souvent, c'est quand même Trade Republic, c'est investir en bourse, prendre des trucs un peu risqués, etc. Et la plupart des gens n'ont pas fait la démarche de définir quel était vraiment le niveau de risque qu'il était rationnel de prendre pour eux. Ok, ils n'ont pas fait le travail préliminaire à ce que devrait faire un bon investisseur. En ce moment, il y a beaucoup de hype sur l'investissement en actions. Parce que ça a très bien performé récemment. Parce que ça a très bien performé récemment et ça m'inquiète un peu. En fait, il y a un des indicateurs, un des modèles qui permet d'évaluer les rendements futurs des actions. On appelle ça l'aggregate investor allocation to equities. En gros, c'est-à-dire quel est le taux de participation au marché financier des investisseurs particuliers. Plus les investisseurs particuliers ont tendance à acheter des actions, plus souvent on se prend des périodes qui sont assez pourries en termes de rendement. C'est toujours un peu la même idée que ce que j'avais dit avant, c'est quand ça a beaucoup monté, généralement, la période d'après, ça a tendance à moins bien monter, parfois à baisser. Et là, on est un peu sur des parties, on est très, très élevé. On est parmi les plus hauts de toute l'histoire. Il y a une énorme hype sur l'investissement en action. Voilà. Et donc, j'ai peur qu'en fait, des gens se retrouvent à investir en action, qui se prennent une grosse correction et qu'après, ils n'osent plus toucher à la bourse pendant de toute leur vie. Et donc, c'est pour ça que trop de hype, ça me paraît dangereux. Je ne dis pas qu'il ne faut pas investir en action. Au contraire, il faut investir en action, mais il faut investir la juste quantité et il faut comprendre quel est le risque et le rendement. Ouais. Ok, très clair. Je pense que le message sera. C'est comme la bibine, à consommer avec modération. Et dernière question, caillasse ou caillasse Caillasse pour gérer sa caillasse. Donc ouais, caillasse, ton entreprise, ça s'écrit, ça vient de ce mot-là, c'est ça? Ouais, en fait, on cherchait un peu un nom à avoir. C'est dur de trouver des noms dans la finance. Et puis on s'était dit, bon, en vrai, on veut quand même faire un truc un peu punk. On est un peu en opposition avec les acteurs traditionnels de la finance et de l'investissement pour les particuliers, qui souvent, c'est un peu très polissé. Ça va être du noir, du doré, du bleu, des costards cravates, des cols roulés, des trucs comme ça. Nous, on va essayer d'être un peu plus punk. Et donc, on va complètement assumer que on va parler de blé, de flouze, de thunes, de caillasse. Super. Thune.fr n'était pas disponible, donc caillasse.fr, c'est pas mal. Ok, super. Écoute, franchement, énormément de concepts qui sont intéressants. C'est super dense. Il y a plein de choses qu'on pourrait aussi approfondir, mais on va éviter de durer des heures et des heures. Je pense qu'on a une durée qui est excellente là. On a bien compris
ce que faisait Kayas, on a bien compris pourquoi tu étais arrivé là. J'aimerais bien, si tu pouvais avoir une petite reco, une recommandation pour un bouquin immanquable qui serait intéressant pour les personnes qui écoutent, pour approfondir les finances personnelles ou mieux les comprendre du moins. C'est chaud. Il y a pas beaucoup en tout cas, je ne connais pas beaucoup de livres en français qui permettent de se poser les questions les plus importantes. Tu as plein de littérature hyper chouette. Tu as des bouquins, par exemple, Avenue des investisseurs, qui est un site qui est très bon pour t'expliquer comment tu le fais en pratique. C'est-à-dire, une fois que tu as défini ton allocation, te dire quels sont les brokers, donc les courtiers, les personnes près de qui je vais pouvoir acheter les produits financiers les plus pertinents pour un investisseur français, quels vont être les différents supports. Est-ce que je vais acheter tel support action plutôt qu'un autre, ou en tout cas plein de bonnes règles pour choisir soi-même ces trucs-là. Donc eux, ils sont très très bons. Par contre, sur l'allocation, en fait, pouvoir sortir vraiment ces choses-là, je ne connais pas de littérature française qui est très bien. D'accord. Et même en littérature américaine, il n'y en a pas trop. C'est fou, à part se plonger dans des bouquins genre... donc c'est celui que tu as apporté qui est là, en fait. Ouais, voilà, ça c'est un peu mon livre de chevet en ce moment. C'est comment tu vas faire de l'optimisation mathématique pour te guider un peu ton allocation. Mais c'est de la science, c'est très dru, du calcul matriciel et des trucs comme ça, donc c'est pas... Ouais, c'est pas pour tout le monde. Il n'y a pas de... Là-dessus, pour moi, je pense qu'il y a vraiment un manque dans la littérature grand public ou dans les outils grand public pour justement prendre ces décisions de comment tu vas allouer. Souvent, il peut y avoir plein de sites éducatifs qui sont vraiment de grande qualité, mais qui vont pas pouvoir prendre trop de positions là-dessus. Parce que c'est vrai, c'est d'une certaine manière, si tu commences à donner des positions là-dessus, tu commences à frôler un peu le conseil en investissement. Okay. Donc, de faire un métier réglementé. Et donc, si tu veux vraiment éduquer les gens là-dessus, il faudrait qu'il se passe toute une méthode pour en fait prendre ces décisions-là tout en étant ceux qui ont pris la décision, c'est-à-dire avoir fait ses hypothèses, etc. Donc, en fait, tu ne peux pas vraiment, je pense, avoir un bouquin qui t'aide à faire ça. Tu es obligé d'avoir un outil en fait, pour pouvoir l'utiliser de manière concrète. Et c'est un peu la mission de Kayas, en fait, c'est de fournir la connaissance, qui sont en fait un peu le brevet d'utilisateur, le mode d'emploi gamifié et digeste pour apprendre à faire ses allocations soi-même en te donnant les outils. Et en fait, c'est toi qui vas prendre la décision d'investissement de comment tu vas utiliser l'outil. Mais derrière, je pense qu'il faut vraiment avoir des outils, quoi. Ouais, donc il n'y a pas encore le bon bouquin, à part peut-être des choses qui sont trop compliquées. Et toi, tu vas essayer en fait de faire un équivalent d'un bouquin qui permettra de bien comprendre tous ces concepts-là. C'est ça. Sachant qu'après, tu peux avoir plein de bouquins qui vont en complément de ces décisions d'allocation et qui sont fantastiques. Bon, pareil, moi je lis des trucs un peu de nerd, quoi. Donc, un des bouquins que j'aime beaucoup, c'est The Missing Billionaires. Okay. Donc, c'était fait par Agani et White, donc ils sont d'anciens traders en obligations, qui ont fait d'ailleurs qui ont commis l'un des succès les plus, enfin des plus gros fails de l'histoire de la finance moderne, mais donc qui apparemment ont appris beaucoup sur la gestion du risque au passage, et qui eux sont justement dans une approche de se dire ok, il faut équilibrer le risque et le reward, et voilà comment est-ce qu'on peut le faire de manière rationnelle. Mais c'est un peu matheux, c'est compliqué, ça s'adresse plutôt à des investisseurs fortunés et américains. Vincent, merci pour toutes ces réponses. Franchement, merci Nicolas. Je pense que quelqu'un qui découvre les finances va beaucoup apprendre en écoutant cet épisode. Et à bientôt. À bientôt. Salut. Ciao.